Ce jeune homme au visage charmant s'appelle H, le fils adoptif du maître de la famille elle-même. Oui, apparemment ils ont aussi des fils à livrer avec le courrier. C'était la famille militaire la plus puissante du continent, ceux qui ont consacré leurs épées à la protection de la dynastie depuis des générations. Le chef de la famille s'appelle Roderick, elle-même. C'est le seul du royaume à posséder cette aile et il doit avoir du mal avec les portes basses. Lors d'une campagne, après avoir balayé le champ de bataille, il tomba sur son fils grièvement blessé debout derrière lui. Roderick feignit la sollicitude en s'enquérant de son état, mais H dénonça le sinistre stratagème de son père. Dès le départ il avait utilisé son unité comme appât pour la bataille, et après en avoir profité il les abandonnait sans pitié. À ces mots, Roderick l'humilia ouvertement. Il estimait que telle était la seule valeur d'un être sans aile comme lui. Des années auparavant, Roderick l'avait trouvé alors qu'il n'était qu'un enfant agonisant dans une tempête de neige. Il l'avait recueilli et élevé. C'est pourquoi il avait tout fait pour rendre la vie sauve reçue. Mais n'étant pas de sang, il n'avait pas d'aile pour remercier son père, et subissait les moqueries des camarades. Un sans-aile, qui n'a même pas le sceau d'aile, n'ose pas rêver trop haut. Ce dont il parlait, c'était du sceau des ailes. Plus on possédait de sceaux, plus le pouvoir magique latent était grand. Quant à H, il était le seul dans la résidence du ciel incapable d'utiliser la magie, surnommé le sans-aile par ses frères. Cependant, il ne se découragea pas, il s'entraîna durement à l'épée chaque jour, convaincu qu'un jour sa loyauté serait récompensée. Finalement, ce qu'il reçut fut une embuscade et les paroles glaciales de son père. Un instrument aussi ordinaire qu'un humain, de quel droit réclamer des attentes? Tu me dégoûtes, disparaît sur le champ. H prit alors pleinement conscience de sa propre stupidité. Il serra l'épée et se jeta d'un seul élan vers lui. Mais hélas, deux frères le stoppèrent, l'attachant avec une chaîne rouge. Humilié, il rampa sous les insultes de son père et de ses frères. Déçu, il demanda, si c'est pour finalement me jeter, pourquoi m'avoir sauvé au départ? C'est à partir de cette question qu'H apprit le secret stupéfiant. Il se trouve que dès le départ le pouvoir des 7 ailes était en lui. Après avoir dévoilé la vérité, Roderick tourna le dos, froid comme le sang, laissant H faible, étendu sur la neige, aux mains de ses deux frères pour l'éliminer. À l'instant où la mort le frôlait, il ressentit soudain quelque chose d'étrange. Il sentit confusément son corps enveloppé d'une chaleur. H ouvrit lentement les yeux et se vit dans le corps d'un nourrisson, blotti dans les bras d'une femme. Soudain, H entendit des soldats crier qu'ils fouillaient à la recherche. À tout prix, devait retrouver cette femme et ramener le nourrisson au seigneur Roderick. En entendant le nom Roderick, il se rappela vaguement avoir été recueilli pendant une nuit de neige. Comprenant qu'il était retourné au jour où Roderick l'avait trouvé dans la tempête, H se débattit alors de toutes ses forces pour échapper aux bras de la femme. Il se promit de se sauver pour survivre et de ne surtout pas tomber entre les mains du clan ducal. Malgré que ses bras et ses jambes brûlent comme en flammes, il continue de ramper dans l'épais rideau de neige. Après avoir rampé sur une certaine distance, H s'effondra, épuisé, aux pieds d'une jeune demoiselle. Elle se retourna et appela son père, le vicomte Igfrid. Il le prit vite dans ses bras puis dit, inquiet, comment un enfant peut-il se retrouver en un endroit pareil? Puis en regardant les traces laissées par H dans la neige, il fut stupéfait, il ne s'attendait pas à ce qu'il ait parcouru une si longue distance. Il devint extrêmement curieux de connaître ses origines. Une scène floue et une voix lointaine surgirent soudain. Où suis-je? L'image d'Alphin enfant apparut progressivement, clairvoyante, cet enfant était venu le rencontrer. À cet instant, H sursauta et s'éveilla en sursaut. Les rémanences du rêve le firent s'exclamer, ange. Alphin, curieux, regarda et s'écria, ravi, grande sœur, le petit a ouvert les yeux. Freya, à côté, fronça les sourcils et le réprimanda, et, ne le taquine pas. Si tu lui tires le nez mignon, il va te le faire tomber. Peu après, H se mit à se débattre violemment, effrayant les enfants autour. Que diable se passe-t-il? Il n'en resta pas là, il se frotta même contre la manche de frêne, ce qui fit hurler la jeune fille. Non, puis H se débattit si fort qu'il se libéra des bras de tous ceux qui l'entouraient. Il rampa de toutes ses forces vers l'avant comme s'il essayait d'attraper quelque chose devant lui. En voyant cela, Freya fut prise de panique. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? La fillette prit Alphin et se mit à courir de toutes ses forces. En se retournant et voyant le chaos derrière lui, H ne comprit pas pourquoi il le pourchassait. Bientôt il grimaça et, serrant les dents, concentra toute sa magie pour se projeter en avant. Ses pupilles s'illuminèrent d'une façon étrange. Peu après, le petit corps d'H fut soudain soulevé par une énergie mystérieuse. Je vole. C'est de la magie. Alors H tenta de se retourner pour tenter de reprendre la situation en main. Mais cette force mystérieuse disparut, et son corps se précipita vers le bas sans frein. Je perds le contrôle, je tombe. Par réflexe, H ferma les yeux, terrorisé, incapable d'affronter la chute. À ce moment, un homme apparut et le rattrapa. Maintenant tu commences à tomber du ciel aussi, c'est vraiment un enfant étrange. H ouvrit de grands yeux et en se retournant reconnut que l'homme était. Il resta bouche bée, surpris, car l'homme en face de lui était le vicomte Igfrid, frère du duc Roderick. Dès qu'il comprit,
la voix intérieure d'Ash murmura qu'il s'agissait d'une branche différente de la famille elle-même. Un fragment de mémoire enfoui ressurgit, Hilfrid, seigneur de la branche vicomtale secondaire de la maison elle-même. Il avait naguère combattu aux côtés de son frère Roderick, étant l'un des deux piliers dignes de confiance chargés de la protection de la dynastie. Mais le vicomte que je connaissais était mort durant la guerre civile, avec l'anéantissement de toute sa lignée. Maintenant j'en suis sûr. En reconstituant les événements, Ash réalisa avec stupeur qu'il était vraiment retourné dans le passé. Ash soupira, impuissant, j'ai essayé d'échapper à la maison ducale, et voilà que je me fais ramasser par le frère du duc. Plus tard, Ash se retrouva confortablement blotti dans les bras d'une femme. Elle le regarda, inquiète, la magie de l'enfant s'est emballée et l'a fait s'envoler. On dirait bien, je savais qu'il n'était pas un bébé ordinaire. Puis un coin de sa bouche se releva en un sourire amical. La femme serra Ash contre elle et le réconforta, tu as dû avoir si peur, maintenant tu es en sécurité. À ces mots, il resta bouche bée, sans comprendre. Hilfrid, à côté, leva involontairement les yeux et sourit. Il posa doucement la main sur Ash et dit à voix basse, cet enfant porte en lui une force inimaginable. Hilfrid releva sa tunique pour révéler le motif dans son dos et déclara que cette marque en était la preuve. La femme fronça les sourcils, stupéfaite en voyant la marque, c'était le sceau des 7 ailes. Ash lui-même fut surpris en voyant la marque. Pourquoi cela apparaît-il sur mon corps? À peine eut-il parlé que ses pupilles se dilatèrent comme si un souvenir refaisait surface. Il se rappela la phrase de Roderick dans sa vie précédente, ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance des 7 ailes en toi. À la réalisation, il fut momentanément stupéfait. Je vois. Ash se remémora la scène de cette nuit de tempête de neige. Roderick, pour atteindre son but, avait soulevé Ash et l'avait emporté. En repensant à tout cela, il serra le poing, furieux, il m'a sauvé seulement pour s'emparer des 7 ailes. Pas d'ailes, vraiment? Il arrache les ailes des autres de ses propres mains. Et il ose encore parler ainsi. La femme le serra soudain contre elle, inquiète. Alors, elle regarda le visage de Hilfrid et demanda avec prudence, que devons-nous faire de cet enfant? Une intuition monta en lui, ce n'est pas bon. Ses petites mains se refermèrent. Je ne peux pas laisser ce pouvoir tomber entre les mains de la maison elle-même. J'ai besoin de cette puissance pour me venger de lui. Après un instant de réflexion, Hilfrid décida, je vais adopter cet enfant. Cette phrase dissipa la tension chez Ash, remplacée par un regard abasourdi. Hilfrid tendit doucement les mains vers Ash. Il caressa doucement sa tête et constata que l'enfant n'était pour l'heure qu'un oisillon incapable de voler seul. Jusqu'au jour où il choisira de prendre son envol par sa propre volonté, je m'occuperai de son éducation. À ces mots, Ash ouvrit de grands yeux, incrédule. À cet instant, Marfa et Freya s'écroulèrent au sol. Voyant les enfants apparaître, Hilfrid demanda sérieusement, vous les avez entendus, vous aussi? Marfa se releva et chuchota doucement, nous nous inquiétons juste pour l'enfant. Hilfrid ne put que soupirer. Freya, tout excitée, courut vers la femme. Maman, la fillette regarda Ash avec impatience, comment s'appelle ce bébé? La femme sourit et réfléchit un instant. Voyons voir. Plus tard, elle le souleva et le nomma Astor, comme une nouvelle étoile née dans notre maison. Le temps passa et 10 ans s'écoulèrent en un clin d'œil. À l'arrivée de Hilfrid à l'école, un homme s'inclina respectueusement, nous vous attendions, vicomte Hilfrid. À ce moment, la silhouette d'Astor apparut, mystérieuse, descendant d'un fiacre. À peine il mit le pied à terre qu'il marchait avec une assurance totale. Astor prit soin d'aider Alphin à descendre avec délicatesse. Alphin, fais attention en descendant. Elle lui sourit en retour, merci, Astor. Astor sourit en regardant la démarche espiègle d'Alphin. Puis il prit son épée et suivit Alphin en marchant derrière elle. Le bal des lames. Un événement mondain annuel organisé par une illustre maison ducale sous l'égide des elles-mêmes, destiné à la noblesse martiale. En apparence lieu de renforcement des alliances familiales, c'est surtout une scène où chaque maison exhibe ses jeunes épéistes prometteurs. En un rien de temps, ils arrivèrent derrière Hilfrid, ceux qui portent l'honneur de la lignée. Et ainsi Hilfrid ouvrait la marche, Astor et Alphin le suivant, imposant. Autour, les chuchotements des élèves s'élevaient, voilà le vicomte qui arrive. Encore là pour faire le spectacle? On dit qu'ils n'ont pas d'héritier, alors ils ont adopté un gamin inconnu. Jusqu'à quand vont-ils traîner le nom elle-même dans la boue? Astor traversa la foule impassible, stupéfiant tout le monde. Alors c'est donc lui, ce gars-là? Alphin, voyant qu'il semblait y prêter attention, le pressa, ne t'en mêle pas. Elle serra sa main en le pressant, ici, la moindre faiblesse et tu te fais écraser. Astor marcha, impassible, à côté du bras tremblant d'Alphin. Hilfrid lui murmura gravement, voilà la position actuelle de notre vicomté. Après un instant, il se tourna vers lui avec confiance, je veux que tu vois cela de tes propres yeux. Il observa le visage froid comme la glace d'Astor et demanda, es-tu déçu? Un léger rictus apparut au coin de sa bouche, sa réponse ferme, non, père, ce froid me va très bien. Hilfrid, fier, éclata de rire. Très bien alors, dans ma vie précédente, marquée comme la honte des elles-mêmes,
j'ai fait la pire entrée possible dans le grand monde. Un lieu chargé de souvenirs amers. Astor serra son épée, déterminé, maintenant que les 7 ailes sont de retour, je suis différent. Le regard d'Astor se plissa, froid comme une lame, fixant sa cible. À cet instant, Igfrid, Alphin et Astor levèrent les yeux vers une fenêtre de classe. Derrière la vitre, Dari et Grillon apparurent, l'air peu amène. Astor garda le silence et regarda sa main se refermer inconsciemment. Il suivit Igfrid puis, satisfait, conclut. Alors commençons un retentissant lancement dans la haute société. Le tournoi d'escrime, épreuve phare de la cité, éclatait en une démonstration de l'époque où les chevaliers dominaient le monde. Sur l'aire de combat, les escrimeurs tenaient fermement leurs lames, le regard empli de détermination. Son adversaire n'était pas non plus un novice, il grimaça et se jeta en avant, manifestement un chevalier doté de force et de prestance. Les deux foncèrent l'un vers l'autre sous les cris de la foule, la force, c'était l'art de l'épée. Vite, l'escrimeur le plus puissant projeta son adversaire, le prestige étant la réputation. Il s'élança, impassible. Les deux reprirent leur élan pour charger de nouveau, et quelque chose attestait qu'on possédait les deux qualités. Une marque commença à apparaître sur le bras de l'escrimeur, ses yeux s'illuminant aussi. L'escrimeur leva sa lame et la brisa net contre celle de son adversaire, laissant l'autre dans un état pitoyable. Finalement, il brandit son épée sous l'admiration générale. Le symbole suprême était le sceau des ailes. Le vainqueur était celui dont le sceau des ailes se montrait sur le corps. Alphin, sur les gradins, se bouchait les oreilles, agacé, cet endroit était suffocant au possible. Elle se remémora en silence l'air de Fresne et Freya tout à l'heure et soupira, pas étonnant que Miss Fred et Miss Frey aient refusé de venir. Pendant ce temps, Astor restait pensif, la tête baissée. Il se remémora soudain sa défaite humiliante face à Dari. Alphin leva la tête vers Astor en appelant. Astor, elle demanda inquiète, tu es stressé? Après tout, c'est ton premier bal des lames. Contrairement à tout à l'heure, il répondit cette fois avec assurance. En vérité non. Pensa-t-il en lui-même, si quelque chose se manifeste, c'est juste un sentiment de déjà-vu. Alphin regarda Astor, perplexe. Au même moment, Igfrid s'avança et dit, je sors un instant pour assister à un cours, surveille Alphin pour moi. À ces mots elle parut un peu mécontente. Papa, je suis bien plus doué qu'Astor. Il ne put que sourire et répondre, tu es maladroit. Il posa la main sur l'épaule d'Astor, le regard plein d'espoir. Il y a ici beaucoup d'enfants de ton âge, profitant pour te faire des relations. Puis il changea d'expression et murmura, et surtout, fais en sorte que personne ne découvre l'histoire des 7 ailes. Il regarda la silhouette de Igfrid s'éloigner, hésitant. Papa dit ça, mais, il remarqua que tous les regards, chargés d'hostilité, étaient braqués sur lui. Astor poussa un soupir las, dans une atmosphère aussi ouvertement antagoniste, comment établir des liens? Soudain, il réalisa quelque chose. Alphin fut surprise de le voir partir précipitamment. Astor, où vas-tu? Sans se retourner il répondit simplement, allez me faire des amis. Astor se dirigea droit vers Dari et sa bande d'amis. Dari afficha un air méprisant. C'est qui ce petit? Il prit la parole d'une voix claire pour se présenter, enchanté, je suis ton cousin, Dari. Le visage d'Astor se plissa de satisfaction. Je suis Astor, ton frère. Astor continua sans prêter attention à son air renfrogné, je t'ai vu depuis dehors, je suis venu te saluer. Grillon à côté ricana, c'est le gamin adopté? Celui que le vicomte a récupéré. À l'entente de cela, Dari laissa échapper un rire dégoûté. Ah, pas étonnant. Comment peux-tu m'appeler comme ça si impudemment? En regardant les deux devant lui, il ne put s'empêcher de ressentir de la colère. Dari et Grillon, héritiers légitimes des elles-mêmes, étaient les deux qu'il avait tués dans sa vie antérieure. Astor pensa en silence qu'ils avaient autrefois l'air terrifiants, mais désormais devant lui ce n'était que haine persistante de simples enfants revêtus d'allure d'adultes. À cet instant, Alphin surgit et coupa l'atmosphère. Astor, elle prit la main d'Astor et dit d'un ton sérieux, allons retournons-nous, considérons que nous les avons salués. Dari, en les voyant, se lança dans une salutation, Alphin, toi aussi tu es venu, il se moqua avec un plaisir évident, quoi, aujourd'hui tu ne te caches plus derrière ton père? Les remarques devinrent de plus en plus grossières. Allez, viens faire le spectacle pour nous. C'est un ordre de la maison principale. Tu sais de quoi je parle? Non, Alphin rétorqua d'un regard furieux, non, merci. La maison principale et la branche cadette n'ont jamais été une relation de maître à serviteur. En se faisant entraîner, Astor appela précipitamment, sœur. À peine eut-il fini sa phrase qu'il sentit ses mains trembler, tu n'as même pas fini de parler. Rien qu'à y penser, il en fut abattu. Dari, tout en arrogance, cria alors, mais vous savez quoi? Il lança une médisance, son père est chevalier, mais il n'a pas su protéger le roi. Et, pour en répondre, son propre frère lui a carrément tranché le bras. Alphin resta un instant pétrifié à ces mots, mais Dari ne s'arrêta pas, Dieu soit loué, heureusement que je n'ai pas ce sang de perdant. Elle s'offusqua et cria,
retirant son propos. Avant même qu'Alphin ait pu finir, Dari lui cracha au visage d'un trait. « Si tu oses insulter mon père, je ne te laisserai pas passer. » Il fit une moue méprisante, ils n'ont eu que des filles inutiles, même le vicomte n'a pas d'héritier mâle. Ton père doit être tellement déçu, non? Puis, l'air rusé, il la pointa du doigt. Ce n'est pas un garde du corps. La prochaine fois pense à porter quelque chose qui ne craint pas d'être trempé, ou alors mets n'importe quelle guenille. Alphin, en entendant cela, se contenta de serrer sa robe, la gorge serrée. Astor resta figé et songea, en chemin j'étais pourtant inquiet. Il passa en revue les visages un à un. Je pensais que, en les revoyant, je ne serais plus en colère. Sur cette pensée, Astor prit la bouteille d'alcool qui traînait parmi eux, s'approcha d'Alphin et posa la main sur son épaule. Mais heureusement, il ne tarda pas à lancer la bouteille en direction de Dari. Et Dari, lui dit-il en saisissant la bouteille, un peu méfiant. Astor fit aussitôt un coup d'épée et fendra la bouteille en deux. Toujours le même salaud qu'avant. Le vin éclaboussa Dari, qui resta interdit. Un grillon, à côté, sembla inquiet. Lui, tandis qu'Astor se contentait de lécher doucement la tache sur sa lame, ce n'était que du jus de raisin, voyons. Puis, avec le même regard méprisant qu'auparavant, il dit, « Ça te va si bien, parasitaire noble comme toi. » Retour en arrière de 3 ans, des cris perçants retentirent, le retenant. Astor, Hilfrid lança un avertissement, « Tu veux tuer tes sœurs ? Reste où tu es. » D'un ton sévère il ordonna, « Reprends-toi. » En voyant cela, Hilfrid fut un instant déconcerté. Alors c'est ça, laissait-elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle renferme une telle puissance dangereuse. Il se demanda intérieurement si un tel pouvoir pouvait vraiment être contrôlé. Lui-même en fut troublé et rempli de doutes. Car moi et toi, Astor, en ce moment, un homme de main courut dans la pièce pour annoncer. Vicomte, urgence. Les présents, surpris par la situation, froncèrent les sourcils, que se passe-t-il? Nous sommes en pleine négociation. Le ton du messager tremblait. Après un moment, il osa enfin annoncer, le seigneur de la maison principale et celui de la branche cadette des elles-mêmes, leurs fils en viennent aux mains. À ces mots, Hilfrid plissa le nez. Quoi? Roderick, lui, laissa paraître un regard profond et impénétrable. À l'annonce, il se leva aussitôt et partit sans hésiter. Au même instant, Alphin arriva en trombe. Le vicomte parut un peu interloqué. Alphin, que se passe-t-il? La voix d'un duc s'écria, tout excité, regardez, là-bas. Il avait l'air fort satisfait. Une fratricide au sein des elles-mêmes n'est pas un spectacle courant. Son regard trahissait un certain jugement, quelle que soit l'issue de ce duel. Tous dans la pièce se sentirent aussitôt pris d'une curiosité vorace. Un coin de la bouche du duc se releva, ce bal des lames pourrait bien tourner au désastre. Dans l'enceinte, Dari brandit son épée avec éclat, osait provoquer la maison du duc, quel imbécile, juste un bâtard élevé dans la rue, qui ne comprend même pas l'écart de puissance. Les spectateurs devinrent hystériques, voilà l'insigne à 4 ailes, c'est bien l'héritier de la maison du duc, un tout autre niveau. Son visage trahissait sa satisfaction. Allez, montre-moi ton insigne à elle. Il n'arrêtait pas de l'attaquer ou de le provoquer, ou bien es-tu trop honteux pour le brandir après avoir vu le mien? Malgré tout, Astor garda un calme étrange, exhibant un motif plutôt banal. Avec dédain, il pensa que je ne ferais vraiment pas cette honte. Cette remarque mit Dari complètement en colère, pour ne pas l'énerver davantage. Astor proposa, si je gagne, tu t'excuseras auprès de ses sœurs. D'accord? Le cousin accepta aussitôt avec entrain. D'accord, et si c'est moi qui gagne, tu seras mon chien. Le regard de Dari débordait de confiance en lui. Je te commanderai toute ta vie. Son attaque, très rapide, fut arrêtée par Astor, mais la force était si grande qu'il fut repoussé en arrière, soulevant un nuage de poussière. Les mains d'Astor serrant l'épée se resserrèrent encore. Dari lança, arrogant, voilà la puissance de celui qui la porte. Sur ces mots, il chargea comme une tempête. À ce spectacle, Alphin ne put s'empêcher de s'inquiéter. Astor, le baron aux cheveux pointus jugea que la technique d'épée de Dari restait immature. Regardant la situation, même si la technique était médiocre, la quantité de mana écrasante de l'insigne à elle compensait tout. À la limite, si le mana d'une aile était comme une bougie, alors le mana scellé dans les 4 ailes était une explosion. Plus il combattait, plus l'élan de Dari montait. Où est passé cet entrain désormais? Il n'arrêtait pas de provoquer, n'avais-tu pas dit que tu me forcerais à t'excuser? Étaient-ce des paroles en l'air? Il hurla, montre-moi ta puissance. Observant d'en haut, le duc aux cheveux blonds parut surpris. Le combat est déjà fini, la pointe de l'épée d'Astor effleura. Il avait bloqué l'attaque puissante. Cela laissa Dari bouche bée. Quoi? Il répondit d'un ton glacial, tu parles trop. Sur ces mots, Astor força, et projeta son cousin en l'air. Son aura était désormais incroyablement dominante. Astor pensa en lui-même, pendant 10 ans j'ai appris à contrôler le mana chez le vicomte,
tout ça pour attendre le bon moment et vous venger. Son regard scintilla d'une acuité tranchante. L'attaque suivante visa sans hésiter la tête de Dari, qui n'eut pas le temps de réagir. Pressé, il tomba à genoux sur le sol froid. Les personnes alentour restèrent ébahies. Lui, pourtant Dari reculait sous la pression, lui-même ne comprenait pas pourquoi. J'ai 4 ailes, moi. Astor resta muet, sans prononcer un seul mot. L'épée de Dari semblait sur le point de se fendre en deux. La quantité de mana diffusée était immense, et seulement maintenant la foule commença à s'agiter. Était-il vraiment sur le point de gagner? Les commentateurs se mirent à dire que Dari était complètement submergé, sans la moindre chance de riposter. Tout le monde en eut la peau d'oignon, la maison elle-même abritait-elle encore un tel monstre? Son action se poursuivit, et Hilfrid devint soudain inquiet. Ce n'est pas bon. Dari serra les dents et prit sur lui. Il tenta de se remémorer ce qui s'était passé dans le passé, bafouilla en appelant, et, arrêtez. Des cris retentirent aussi en hauteur, non, Astor. Une source de puissance colossale se déploya, et tous purent assister à un spectacle éblouissant. L'épée de Dari se brisa en deux, puis il se permit de lancer, la prochaine fois, porte des guenilles. Astor appuya chaque mot. Quelque chose qui ne craint pas d'être trempé. Son cousin se rendit compte qu'il n'était plus l'Astor d'autrefois. Alphin le regarda et sourit, satisfaite. Rien que de s'en rendre compte, son esprit retrouva déjà de la clarté. Tout à coup, les pupilles d'Astor se contractèrent. Une force oppressante avançait peu à peu. Il sursauta intérieurement, c'était le véritable ennemi qui apparaissait enfin. Cet homme n'était autre que Roderick. La salle résonnait de murmures incrédules, le benjamin d'une maison vicomtale venait vraiment de battre le 3e fils du seigneur de la branche principale. Face à ces chuchotements, une paire de pas avançait lentement, la situation avait vraiment échappé à tout contrôle. Impossible que celui-ci reste silencieux après une telle atteinte à son honneur. Personne d'autre, c'était Astor, le visage grave, le 8e chef de la branche principale elle-même. Dari esquissa un léger sourire en suivant la scène du regard. On vit Astor s'approcher pas à pas de Roderick. Il fronça les sourcils, son visage prit une froideur tranchante. Avant de contraindre l'homme, il ne montra aucune peur. Duc Roderick, elle-même. Peu après, Dari se releva précipitamment, et se prosterna misérablement devant Roderick. Père. Dari balança des accusations, pointant sans cesse Astor, c'est lui, ce salaud qui a osé défier la branche principale, cet illégitime sale. Mais ces paroles ne firent qu'aggraver sa colère. Père, use de ton pouvoir pour lui faire payer. Roderick ne répondit pas, il agit froidement contre lui. Dari regarda, affolé, sa propre main. L'acte cruel de Roderick plongea la salle dans le silence. Même Grillon en fut profondément alarmé. Roderick retira sa main, le regard glacial chargé d'autorité. Pourquoi le perdant peut-il sourire ainsi? Tu as souillé l'honneur de notre maison, toi qui es incapable de te venger toi-même. Hilfrid, voyant cela, s'exclama paniqué, non, arrête, Roderick. Il n'en eut cure, leva la main haut dans les airs, tu n'es pas digne de porter une épée. La salle entière devint soudainement silencieuse. Dari se sentit envahi par la peur. Roderick jeta un regard froid. Il ne put dissimuler sa surprise devant l'acte d'Astor. Tu crois savoir ce que tu fais? Calme, il expliqua posément, mon cousin ne s'est toujours pas excusé auprès d'elle. Le regard d'Astor était résolu, il déclara franchement, s'il vous plaît, remettez la punition après que cela soit réglé, mon nom. À ces mots, Roderick s'assombrit encore davantage. J'ai entendu dire que tu n'étais qu'un orphelin recueilli par Hilfrid, et maintenant tu te prends pour un elle-même? Il répondit lentement, d'une voix pleine de calme, je suis un fils d'abord, même sans le même sang, j'estime avoir appris de mon père la fierté chevaleresque et l'honneur de la maison. À cette réponse, il leva légèrement les yeux vers la tribune. Instantanément, Roderick s'emporta davantage. Alors en tant que membre de la maison vicomtale, tu as inutilement déshonoré le chef de famille. Le summum des 12 000 chevaliers, l'épée du roi et toute cette fierté. Les présents écoutèrent attentivement ces paroles, tu comprends bien que ceci n'est plus une querelle d'enfant. Même lui resta sonné par les paroles de Roderick. Tu devrais être celui qui le comprend le mieux, non? Il était là-haut, observant les deux avec attention. Roderick continua, ton père a perdu un bras pour expier son infidélité. La lame frôlait la nuque d'Astor, que comptes-tu offrir en sacrifice? Il répondit soudain avec un profond respect, mon oncle, dit-il d'une voix dure et inflexible. Ce n'est pas une rivalité fraternelle mais un duel légitime. J'ai seulement répondu par l'épée aux insultes proférées contre ma maison. Roderick fronça davantage les sourcils, ses yeux acérés fixèrent la scène. On vit Astor, sans aucune peur, répliquer franchement, celui qui ne peut se venger lui-même ne mérite pas l'épée. Tu as dit vrai, n'est-ce pas? Je n'ai aucune intention de perdre ne serait-ce qu'un doigt. Alphin, là-haut, trembla à l'écoute de ces mots. Il haussa un sourcil, l'œil pétillant d'intérêt. Le gamin a à peine 10 ans? Sans blague, pourtant Roderick conserva son air grave, immuable. Après un instant, il finit par céder, se tourna légèrement. Je comprends, mais Roderick se retourna brusquement. Alors prends ta garde.
Astor se mit immédiatement en position, prêt à répondre. La lame balaya en un coup près de lui. Il ne fit pas signe de faiblesse, la force du coup projeta Astor en arrière. À la vue de cela, Alphin, choqué, se couvrit la bouche. Hilfrid, paniqué, cria aussitôt, « Monsieur, il est furieux, par-dessus tout paraît la lame visant Roderick. Monsieur, il est furieux, par-dessus tout paraît la lame visant Roderick. » Calme, il intercepta rapidement cette attaque. Hilfrid se posa au sol en toute sécurité. Inquiet, il accourut vers lui, « Astor, ça va. » Astor. Mais on ne vit là qu'une épée brisée. Hilfrid n'en croyait pas ses yeux. À la surprise générale, Astor tenait toujours debout. Malgré ses blessures, son regard restait déterminé. Roderick jeta un dernier regard glacial devant cette obstination. Sans un mot, il se détourna et partit. Roderick, le visage sombre, les mains serrées. À peine était-il parti qu'Astor perdit l'équilibre et chancela, s'effondrant. Hilfrid, inquiet, le rattrapa. Astor, difficilement, prit la parole, « J'ai tenu ma promesse, monseigneur, mes serments et tout le reste. » Il fronça les sourcils en regardant ce fils imprudent. « Tu as très bien agi. » Roderick monta lentement les marches, pas après pas. Il se tint là, attendant, ne put s'empêcher de le taquiner, un geste assez puéril. Roderick ne montra aucun signe de peur. Il analysa calmement, « Si l'on permet au gamin d'en dire autant, la branche principale perdra toute face, alors n'est-ce pas plus simple d'en finir ici ?» Même lui ne tarissait pas d'éloges sur Astor. Face au duc Roderick, il est resté ferme et a survécu. Ce gamin est vraiment un prodige. Il sourit en se frottant le menton, ravi du garçon, une entrée en société parfaite. L'homme à côté prit la parole, « Pourtant, je dois avouer que j'ai eu la peur de ma vie. Je croyais voir elle-même se déchirer en deux ici même. » Roderick regarda les deux, les yeux rouges, une ère de turbulence allait peu être commencée. Il prononça lentement, « Une tempête si violente qu'elle pourrait déchirer ce monde en 2 ou 3 morceaux. » Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu pur, parsemé de nuages blancs et duveteux. Sur la scène, un homme bouche bée affichait une surprise évidente. Qu'un petit Astor puisse terrasser des soldats aguerris le laissait sans voix. Il était très étonné et esquissa un léger sourire, vraiment remarquable. Il s'exclama joyeusement, « Jeune maître Astor !» Les soldats derrière, témoins de la scène, s'exclamèrent, stupéfaits, « Quel talent, à peine 10 ans et déjà à ce niveau, c'est effrayant. » Enthousiastes, ils ajoutèrent que depuis le tournoi de l'épée, son entraînement avait redoublé, sans doute une grande motivation. Avec un air confiant, on lui souffla, « D'ailleurs, vous avez entendu ? Le jeune maître a vaincu le 3e fils du duc Roderick. » Ils en furent fort satisfaits, après tant d'années à être méprisés par la branche principale, c'était une vraie revanche. Pendant ce temps, de l'esprit au regard d'Astor transparaissait une soif de victoire. Au tournoi, il avait montré toute sa force et son élan. Chaque coup de son épée exprimait son ressentiment, au moins suffisant pour étouffer les moqueries. Le vicomte est la honte d'elle-même. Mais le véritable obstacle reste le chef de famille. Je veux vraiment connaître mes limites. Je veux encore me mesurer sur ce ring. Pourtant, son visage se fit résolu. Les sourcils se froncèrent légèrement, montrant une confiance claire. À mon niveau actuel, je ne peux pas vaincre Roderick. Au cœur du tourbillon violent, Astor eut une révélation. Après tout, le saut des ailes n'est qu'une mesure du potentiel magique latent du corps. Le talent inné est un trésor gaspillé si l'on ne sait pas le contrôler. Pourtant, je n'arrive toujours pas à libérer la puissance des 7 ailes. Le talent inné reste un trésor perdu s'il n'est pas maîtrisé. Cependant, je ne suis pas encore parvenu à débloquer la puissance des 7 ailes. Un balayage précis déchira le sol, projetant l'adversaire au loin. Le regard d'Astor s'assombrit, froid et déterminé. La dernière épée tomba. Sa voix retentit, provoquante, « Qui est le suivant ?» En un clin d'œil, Astor avait mis à terre tous les soldats en face de lui. Au fond, une voix féminine perçante s'exclama, « Aujourd'hui tu as vraiment frappé fort. » Alphin inclina la tête, esquissa un léger sourire mêlé de reproches. « Vraiment, tu ne sais pas te retenir. Astor, ton père t'appelle. » Parmi les corps à terre, il s'avança silencieusement. « Père, oui, j'arrive tout de suite. » En passant près d'elle, Astor s'arrêta, surpris un instant. Cette tenue, Alphin pivota doucement, le visage impassible mais le regard scrutateur. Astor répondit sans hésiter, « Franchement, on te voit rarement la porter, n'avais-tu pas dit que tu la détestais parce que ce n'était pas mignon ?» Alphin laissa échapper un soupir discret, d'un ton posé, « Tout demande un certain équilibre, non ? En te regardant, j'ai réalisé que je ne peux pas rester immobile éternellement. » Puis elle leva sa rapière en bois pour le menacer légèrement. Puis elle racla la gorge, à moitié sérieux, à moitié pour rire, « Quand tu rentreras tu devras me consacrer beaucoup de temps. » À ces mots, Astor ne put s'empêcher d'éclater de rire. Il leva les mains en l'air en signe de reddition, « Fais attention à moi quand même. » Astor se tint devant la porte de la chambre et frappa doucement. Puis il poussa la porte et entra doucement. « Je demande la permission. » Hilfrid inclina légèrement la tête avec une expression froide, « Ton père t'appelle,
assieds-toi. Astor s'assit prudemment. Dans l'atmosphère lourde de la pièce, il se laissa aller contre le dossier, l'air visiblement fatigué. Ça fait 10 ans depuis que tu as rejoint notre famille. Puis soudain Igfrid sortit un trésor précieux sous le regard ébahi d'Astor. En vérité, j'avais prévu d'attendre que tu sois un peu plus âgé, mais, il le regarda, l'esprit troublé. C'était, Igfrid fronça les sourcils, le regard grave. La preuve que tu es l'héritier de la maison, Astor. Igfrid demanda calmement, je veux que tu succèdes au titre de vicomte. Surpris par cette proposition inattendue, tout le corps d'Astor se figea. Comme tu le sais, la position de vicomte est très sensible. Igfrid expliqua d'une voix douce, même imparfait, nous restons une branche cadette elle-même, seigneur d'un fief, il y a tant à protéger. Il paraissait inquiet. Je ne peux laisser la fonction de futur chef de famille vacante indéfiniment. Pourtant, Astor parut très préoccupé. Mes sœurs accepteront-elles? Igfrid rassura doucement, tes sœurs sont à l'Académie des Chevaliers, elles reviendront dans 3 jours. Je parlerai avec elles alors. Tu t'inquiètes que Marfa et Kudo rentrent? Le visage d'Astor se renfrogna, elles ne seront pas contentes. Surtout Kudo, elle va être furieuse, tu verras. Il affirma que sa sœur le détestait parce qu'il était né garçon et qu'il possédait par hasard la puissance des THTDC. Astor refusa fermement et immédiatement, je ne peux pas accepter cela. Sa voix était glaciale, je ne maîtrise même pas ma magie, je suis encore l'enfant qui a failli tuer ma sœur. Astor estima qu'il n'avait pas la confiance nécessaire pour affronter la colère de ses sœurs. Igfrid ne répondit pas tout de suite, il esquissa un léger sourire. Après une longue méditation, il parla enfin, parfois je me demande vraiment si tu es encore un enfant. Il posa sur la table une boîte en bois luxueuse, enthousiaste, cette bague est la récompense pour ta performance au grand tournoi de l'épée. Il examina attentivement la boîte, puis dit avec un petit sourire, mais peut-être que tu préféreras ceci. Son regard s'illumina sans qu'il s'en rende compte. Astor montra de l'enthousiasme. C'était. Igfrid expliqua d'une voix grave que ce qu'il y avait à l'intérieur était l'épée magique Gram. Une lame qui se nourrit de la force magique et qui peut contenir le pouvoir des 7 ailes. Igfrid le conduisit dans une forêt. Bon, ici ça devrait aller. Astor demanda, curieux, père, si c'est juste pour tester l'épée, ne pourrait-on pas aller au dojo? Non, c'est juste pour parer au pire. Il se souvint que, quand il était petit, il avait tendance à détruire la maison assez souvent. Igfrid leva l'épée, le regard sérieux. L'épée magique Gram est un trésor célèbre, transmise au fils aîné légitime de la maison elle-même. Cette lame était confiée à la branche principale, mais je l'ai rapportée moi-même ici spécialement pour toi. L'acier étincela au moment même où la lame sortit du fourreau. Les pupilles d'Astor se contractèrent, ses yeux secoués par la lumière éblouissante. La lame était étrangement fragmentée, différente de toute arme qu'il avait vue. C'est censé être une épée? Comme tu vois, elle n'a pas de vraie lame. Un halo bleu enveloppa l'acier tandis qu'une énergie rouge sombre jaillissait violemment, et l'épée se métamorphosa aussitôt. Mais quand tu y insuffles du mana, l'énergie rouge se condense, s'étire et se déforme au rythme du mana, l'épée se façonne alors selon le mana de son porteur. Le mana jaillit de la lame, teignant de rouge tout le sol alentour. Un tourbillon d'air se forma au milieu de la forêt, aspirant feuilles et fragments de pierre vers son centre pendant que Igfrid tenait fermement l'épée enflammée de rouge, le regard grave. Toutefois, si l'utilisateur n'a pas la compétence nécessaire, l'épée peut épuiser tout son mana. C'est une lame au sombre renom. L'épée enflammée s'immobilisa devant Astor. Il proposa, tu veux essayer? Sans hésiter, Astor saisit l'épée avec assurance. Les flammes jaillirent violemment derrière lui, et dans sa main le mana tourbillonna comme pour répondre à l'appel en se coulant dans l'épée. Le mana explosa, une lueur dorée fendant l'espace. La sensation était que, dans ce reflet incandescent, le mana rouge bouillonnait comme une créature vivante. Mon mana se déverse-t-il tout seul dans l'épée? Une colonne de lumière rouge s'éleva, se dressant vers le ciel. Quelque chose venait d'être libéré officiellement, leurs visages pâlirent. C'était quoi cette lumière? Une étoile filante tombant du ciel? Idiot! Au contraire, quelque chose vient de s'élancer vers le ciel. Au milieu du chaos, Alphin les observait silencieusement depuis l'arrière. Quelque chose? Tu veux dire quoi par là? Pas besoin de regarder longtemps, elle devina l'origine de la lumière. C'était sûrement Astor. Il serra l'épée, ses yeux dorés brillants d'excitation. Cette épée est vraiment incroyable. Le regard de Igfrid vacilla légèrement. L'incroyable ici, le ciel se mit à tourbillonner en un énorme anneau. Vent et nuages fusionnèrent, c'était ton pouvoir. Un pouvoir qui dépasse les limites de toute la maison. Et maintenant il existe en toi. Le porteur du sceau aux ailes flamboyantes. Même en remontant toute l'histoire de la lignée elle-même, personne n'a ressemblé à ça. Un jour tu deviendras un épéiste qui me surpassera. Si tu domines entièrement ce pouvoir,
un jour tu deviendras un épéiste qui me dépassera avec ses 6 paires d'ailes et surpassera Rodri. Dans son esprit surgit cette pensée, je le surpasserai. Sa main serra plus fort le pommeau, la lumière jaillit sur la lame, mais une puissance trop grande engendre toujours des conflits. Derrière lui, des ailes dorées faites de mana se déployèrent, éclatantes. Si le fait que tu possèdes les 7 ailes devait être révélé, plus ton pouvoir grandira, plus les risques et les ennemis se multiplieront. Il y aura des jaloux, des haineux et des conspirationnistes qui voudront t'exploiter pour leur propre fin. Et il y aura aussi ceux qui voudront t'éliminer comme un obstacle. La main de Siegfried se tendit devant lui pour qu'à ce moment-là tu n'aies pas à regretter ton impuissance. Il tendit la main sous les rayons de soleil filtrant à travers le feuillage. Deviens fort dès maintenant, Astor. Les 2 mains se serrèrent l'une contre l'autre. Oui, je ne vivrai plus une existence misérable comme dans ma vie passée. Astor leva la tête, le regard plein de détermination. Merci, père. Je maîtriserai les 7 ailes et 7 épées. Toute la famille se tenait dans le grand hall. 3 jours plus tard, bienvenue à la maison. Devant la porte, Kudo arriva tout feu tout flamme. La Kudo inutile est de retour. Elle couvrit légèrement sa bouche en riant, un éclat espiègle passa sur son visage, Kudo ouvrit grand les bras. Un sourire radieux et chaleureux, prête à embrasser tout le monde. Allez, mes adorables petites sœurs. Les 2 fillettes se jetèrent dans ses bras, leurs rires résonnèrent dans le hall. Offrez un câlin chaleureux à votre grande sœur préférée. Les 2 enfants ignorèrent Kudo et se ruèrent vers Marfa pour la serrer dans leurs bras. Bienvenue à la maison, sœur Marfa. Oh là là, oh là là. Elle s'arrêta, se retourna et réprimanda. Hein? Et mon câlin à moi, Kudo? Les 2 firent une grimace et s'expliquèrent. Parce que sœur Kudo nous embrouille toujours les cheveux. Elle, vexée, tourna la tête pour éviter leur regard. Impossible, une femme qui a forgé en elle l'esprit chevaleresque parfait ne se laisserait pas faire par une si petite manque de délicatesse. Kudo remarqua aussi qu'Alfin se trouvait à proximité, et se précipita avec enthousiasme dans ses bras. Alfin, tu as été sage, hein? Tout en la serrant, elle lui caressa la tête. Pourquoi es-tu passé par ici? Marfa regarda autour d'elle, constata une absence et demanda, hein? Où est Astor? Siegfried répondit avec hésitation, ah, si c'est le gamin. À l'instant où elle entendit son nom, son visage changea. Un faisceau de lumière terrifiant jaillit de l'autre côté de la forêt. Astor s'entraînait frénétiquement à maîtriser l'épée. Mystérieusement, il serrait les dents, la sueur perlant abondamment. Merde, ça ne marche toujours pas. Il étudiait attentivement le mana qu'il venait de générer, réfléchissant s'il pouvait façonner l'épée avec ce mana, mais il ne parvenait qu'à ce niveau de contrôle. Astor persistait dans son entraînement, examinant minutieusement l'épée. Il se demanda comment son père pouvait la manier avec autant de douceur. Soudain Kudo s'approcha, d'un ton railleur. Quel spectacle tapageur, non? Astor demanda surpris, tu es de retour? Kudo n'avait même pas daigné se montrer pour saluer sa sœur de retour. Elle fronça les sourcils, d'un ton moqueur, n'est-ce pas un peu froid comme comportement? Peu à peu ses paroles devinrent plus dures. Nous ne méritons même pas que tu te donnes la peine de t'en préoccuper? Où penses-tu être spécial? J'ai entendu tout ce qui s'est passé au tournoi de l'épée, même l'Académie des Chevaliers en parle de toi, papa doit être si fier. Pourtant Astor répondit calmement, d'ailleurs, pour vos informations, même en tant que stagiaire, elle a accompli de nombreux exploits remarquables lors des missions. Kudo portait la médaille de l'Académie des Chevaliers et elle était la seule à recevoir cette année la décoration d'honneur chevaleresque, la médaille platine. Elle affirma avec assurance que bien sûr, sinon comment pourrait-elle hériter de la place de leur père? Son regard devint progressivement plus acerbe. J'ai entendu dire que tu as refusé la succession. Astor, inquiet, chercha comment gérer la situation. Elle veut me donner une leçon? Papa lui a dit, c'est vraiment embêtant. Ce n'est pas ça. Elle esquissa un léger rictus méprisant. Je pense juste que je suis encore trop imparfait pour assumer ce rôle. Chaque pas était net et puissant. Honnêtement, tant le père que toi. Kudo dégaina son épée, tout le monde connaissait le rêve de sa sœur, et pourtant elle est si cruelle. Comment oses-tu? Que fait-elle soudainement? Astor observa attentivement, son inquiétude difficile à dissimuler. Elle trancha résolument un grand arbre tout près. Le tronc vola avec force en direction de lui. Heureusement, il eut le temps d'esquiver. Le regard d'Astor montra clairement sa stupeur. Que se passe-t-il soudainement? Kudo proposa froidement, voyons voir. Ça fait un moment. Laisse-moi tester un peu ta puissance. Elle porta l'épée sur son épaule, confiante. Le coup suivant, je fais sérieusement. Au contraire, Astor, inquiet, tenta de l'arrêter précipitamment. Attends, Kudo, cette épée n'est pas encore complète. Mais elle ne croyait pas qu'il pourrait sortir la même excuse face à un ennemi sur le champ de bataille. Astor éclata d'un grand rire. L'ennemi. Kudo fléchit le genou,
les yeux pleins du désir de le terrasser. Un chevalier doit toujours se considérer au milieu du champ de bataille. Si tu te contentes d'être indulgent, je t'écraserai. Tu comprends? Il resta figé, inquiet. Ce n'est pas une plaisanterie. Il vit la jeune femme foncer vers lui, épée en main. J'ai dû fournir un effort énorme pour empêcher mon mana d'exploser maintenant. Son regard devint froid mais il n'avait pas d'autre choix. Sinon elle, vraiment. Il s'efforça d'absorber la force du coup. Sinon Kudo le tuerait. La forêt entière sombre instantanément dans le chaos. Le paysage est dérangé. On ne voit que Kudo qui n'arrête pas d'avancer son épée, sa technique est toujours aussi tranchante, non? Qui aurait cru que je pourrais suivre sa trajectoire de lame, surtout après qu'elle l'ait perfectionnée à l'Académie des Chevaliers. Elle continue de parler, mais c'est quoi que ce style d'escrime à moitié bâclé? Kudo brandit son épée avec force, ce qui fait chanceler Astor et le repousse en arrière. Sa maîtrise de la magie est vraiment un vrai désordre. Il essaie de poser son pied au sol en toute sécurité. Astor n'en croit pas ses yeux et pousse aussitôt un cri. Kudo ne fait preuve d'aucune clémence. Il pense soudainement, dans ses souvenirs, qu'elle a toujours été ainsi, simplement parce qu'il est le seul garçon de la famille de comte à posséder le droit d'héritage. Astor se remémore les épisodes de son enfance. Et parce qu'elle est une existence particulière, détentrice d'un insigne et les supérieure à tous dans la lignée. Il se souvient aussi de la fois où Kudo le traquait, une sœur telle une tempête, trouvant toujours une excuse pour le traiter d'injuste et le provoquer. Mais tandis qu'Astor réfléchit encore, elle disparaît d'un coup, pour être franc, elle est mon talon d'Achille. Une voix retentit soudainement, le faisant sursauter. C'est bien toi. Astor. Kudo surgit soudainement d'en haut. Elle donne tout en balançant son épée, sa voix dure résonne, tu ne mérites pas de devenir le prochain chef de cette famille. De son côté, Marfa regarde calmement par la fenêtre. Père, est-ce prudent de les laisser comme ça? Elle s'inquiète, fixant son père. Dans le pire des cas, la dispute entre eux pourrait finir en cadavre, vous êtes conscient de cela, n'est-ce pas? Pourtant Igfrid ne semble pas inquiet. À sa manière, ils sont d'excellents rivaux l'un pour l'autre, bien que téméraires, cela ne mènera pas à une issue tragique. Marfa fronce légèrement les sourcils. J'espère que vous avez raison, père. Puis elle s'approche lentement et revient au sujet principal. Père, pourquoi nous avoir rappelé de l'Académie des Chevaliers? Ce n'est sûrement pas uniquement pour parler d'héritage. Igfrid prend doucement quelque chose sur son bureau. Effectivement, Marfa est vraiment stupéfaite, n'en croyant pas ses yeux. L'objet qu'il sort est une lettre, une convocation du clan elle-même. Apparemment les anciens au pouvoir du clan veulent voir leur petit-fils de leurs propres yeux. Elle baisse les yeux et se frotte le menton en réfléchissant, c'est effectivement un problème sérieux. Igfrid, le visage grave, jette un coup d'œil, dans le pire des cas, nous, dit lentement le pire scénario. Nous pourrions perdre Astor. De son côté, Astor tente de contre-attaquer. Arrête tes bêtises, j'ai refusé l'héritage. Tu as entendu aussi, non? Kudo. Cependant Kudo ne montre aucune pitié, et c'est ce qui énerve Marfa. Elle lance son épée vers Astor avec détermination, trop violemment. Songe-t-il en lui-même. C'est comme se battre contre un bœuf armé d'un marteau. Les mains d'Astor tournent soudainement avec agilité. Ce mouvement fait basculer Kudo vers l'avant. Il brandit fermement son épée en l'air et crie, « Tu veux bien m'écouter une seconde, s'il te plaît ?» Face à ses gestes, elle ne semble pas inquiète, « Tu fuis, c'est tout, non ?» Kudo brandit son épée calmement et sèchement, une force sauvage le fait vaciller. Il heurte l'arbre de plein d'eau. Quelle puissance monstrueuse est-ce que c'est? La lame ne cesse d'accumuler du mana d'elle-même, frappée à l'aveugle, c'est du 3e rang. Kudo juge calmement, contrôler le mana, c'est le 2e rang. Elle reste là et continue, ce n'est qu'en maîtrisant la voie de l'épée magique qu'on atteint le 1er rang. Son regard ne peut dissimuler son dédain. Quelle déception. Astor. Kudo explique lentement, la différence d'un signe et les reflète directement la quantité de mana que nous pouvons contenir. On dit qu'un échelon d'aile équivaut à tripler la puissance. Puis elle montre 2 doigts devant lui, en d'autres termes, en termes de puissance magique et d'endurance, T7 elle surpasse totalement mes 5 ailes de rang 2. La voix taquine de Kudo retentit, et pourtant tu évites de te mesurer directement à cette technique lâche que tu aimes utiliser. Elle esquisse un sourire malicieux. Ne peux-tu pas croire en ta propre puissance pour atteindre l'idéal martial? Kudo rappelle soudain l'incident d'avant. Ou bien as-tu peur de perdre à nouveau le contrôle, comme il y a 3 ans? À ce moment-là Astor réalise, stupéfait, peur? Moi? Peur de la puissance des 7 ailes? Il regarde l'épée dans sa main et repense à tout. Je n'ai jamais envisagé cela. Est-ce que je me suis inconsciemment limité moi-même? Un doute monte dans le cœur d'Astor. La lame est-elle instable parce que j'ai forcé à réprimer mon mana? Mais avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir, Kudo utilise du mana. Astor, tu as tout ce que sœur HNG désire. Elle serre sa lame. Si tu la laisses pourrir sans t'en rendre compte, j'ai aussi le droit d'être arrogante. Puis,
Sans hésiter, elle se jette en avant. Allez, rends tout cela à ta sœur, voyons. Astor ne se laisse pas faire et prend une garde. Deux flux de mana puissants entrent immédiatement en collision. Voyant cela, elle est paniquée et ne peut s'empêcher de crier, il repousse mon attaque à pleine puissance. Astor répond calmement et lentement, merci, grâce à toi je me suis réveillé. En le voyant foncer, Kudo pense intérieurement, il avance sans former la lame. Elle panique et tente de frapper en avant. Impossible, il est épuisé de mana après sa précédente attaque. À ce moment, Astor pense, la source de mana infini se cache dans les 7 ailes. Il calcule silencieusement le prochain mouvement, il ne peut pas le contrôler entièrement pour l'instant. Mais seulement pendant cet instant. Elle ne maintient pas la forme de la lame et concentre tout le mana sur le moment de l'attaque. Kudo sourit soudain, alors tu as trouvé une idée. Idiot. Astor marmonne soudain quelque chose, cette seconde vie que j'ai par hasard obtenue. Une étrange marque de mana apparaît soudain derrière lui. Je ne la gaspillerai pas. Et cette puissance non plus. Astor se souvient des choses importantes pour lui. L'épée et la famille, tout cela, quoi que j'obtienne, ça donne l'impression d'être encore les mains vides. Ces mots la laissent interloquer. Une seconde vie, il concentre un flux de mana dense. C'est pourquoi Astor vise résolument la lame de Kudo. Il disparaît soudainement. Cela éveille les soupçons de Kudo. Ensuite elle balbutie, l'épée a disparu, ne sera plus retenue. C'est alors que Kudo remarque enfin quelque chose d'étrange. Elle sursauta soudain, ouvrant les yeux, pleine d'étonnement. Kudo resta bouche bée, parla lentement. C'est ma chambre, ici, une voix retentit à l'improviste. Enfin réveillée, donc, elle répondit aussitôt, Sœur Marfa, je me suis vraiment levé tard. Kudo se redressa soudain, puis, après réflexion, se demanda ce qui avait bien pu se passer lors du duel avec Astor. Pourtant, elle raconta joyeusement qu'Astor l'avait portée jusqu'ici, dit en tirant le rideau. Elle a dit s'être assoupie en plein combat, ajoutant que c'était sans doute la fatigue du voyage qu'il avait fait. Elle jeta un coup d'œil discret à l'épée. Non, pensa Kudo en son fort intérieur. Les papiers griffonnés trahissaient de nombreuses pensées. Au dernier instant, je pensais que j'avais été frappé par Astor. Elle ne put s'empêcher d'être émue par ce qui s'était passé. Mais en réalité, avant le choc, Astor avait neutralisé cette lame imprégnée de magie. Même Kudo elle-même le ressentait, il n'y avait que des résidus de cette magie qui avaient effleuré son corps. Avec du recul, il était impossible qu'Astor ait tué sa propre sœur. Elle ne put réprimer ses doutes. Mais, à ce moment précis, elle avait vraiment cru qu'on allait la tuer. Kudo esquissa soudain un sourire, c'était vraiment un frère insupportable jusqu'au bout, bien qu'il soit visiblement beaucoup plus petit qu'elle. Puis elle prit l'épée, Sœur Marfa, cette fois Astor retourne au combat. Kudo lança la couverture avec vigueur. Je n'accepte pas ce duel. Elle insista, cette fois dès le départ j'irai à fond. Marfa intervint soudain, si c'est Astor, il est déjà parti. Je le savais. Cette remarque la laissa complètement abasourdie. Elle expliqua calmement qu'il y avait une convocation officielle adressée nommément à Astor par la maison principale. Alors, à propos de ce qu'il s'est passé avec Père tout à l'heure, tu ne le sais pas? Le visage de Kudo refléta une grande perplexité. Elle s'écria, paniquée, je n'ai jamais entendu parler de ça. À ce moment-là, la voiture avançait à toute allure sur la route. Astor, impassible, regardait par la fenêtre. Hilfrid parla lentement pour donner des consignes, les gens que nous allons rencontrer désormais sont les anciens du clan qui assistent discrètement la maison elle-même, comme des ombres. Il continua en expliquant que les anciens propriétaires de la maison principale et des branches, ou les aînés sous la bannière d'elle-même, sont ceux qui conservent une influence énorme, même après s'être retirés du front, des maîtres dans l'ombre. Puis Hilfrid souffla, inquiet, ces anciens, depuis que je t'ai adopté, ne se sont jamais montrés intéressés une seule fois, et voilà qu'ils t'appellent justement maintenant. Toutefois, Astor se contenta de tourner la tête calmement, sans doute à cause de l'incident au festival d'escrime. Il raconta doucement ce qu'il savait. Les vieux d'elle-même valorisent la réputation du clan au-dessus de l'argent, de l'honneur, voire de la vie. J'ai entendu parler de ça, et ceux qui ternissent cette réputation sont jetés dans une cage aux bêtes pour servir de repas. Dès qu'il eut fini, Hilfrid regarda son fils, inquiet, Astor, d'où tiens-tu ces rumeurs? Il expliqua, embarrassé, quelque part, auparavant, en tout cas je m'étais préparé à être exécuté ou exilé. Il fronça les sourcils, le regard attentif, ça va vraiment, toi? Partir sans escorte. Pourtant Astor répondit d'un calme total, ça va, au début j'avais prévu de partir juste au moment où vos sœurs arriveraient. Il sourit, tournant doucement la tête, surtout vers sa sœur Kudo, si celui qu'elle déteste n'est pas dans les parages, elle peut enfin battre des ailes en paix. Puis Astor effleura légèrement l'épée, grâce à sœur Kudo, j'ai commencé à entrevoir comment maîtriser cette grame. Il fronça les sourcils, serrant fermement l'épée. Je sens que je peux extraire la puissance des 7 ailes davantage qu'avant. Alors, quoi qu'il m'arrive désormais, ne me sauvez pas, je vous en prie. Astor ajouta, je suis prêt à survivre seul.
Les sourcils de Siegfried se plissèrent de plus en plus. Astor, mon fils. Mais une voix surgit soudain, survivre seul quoi? Le petit dernier qui se pavane, vraiment? Les deux furent pris de surprise par cette voix. Il resta stupéfait, n'en croyant pas ses yeux. Par la fenêtre, Kudo apparut brusquement. Sœur Kudo, mais que faites-vous ici? Elle n'accorda aucune attention aux paroles d'Astor. Attendez, vous avez foncé tout droit jusqu'ici? Kudo monta calmement à l'intérieur. Pas un peu cruel, hein? Partir discrètement sans dire un mot à sa grande sœur. Elle protesta, vexée, j'ai tout entendu. Tu as été convoqué par les grands anciens de la maison principale, n'est-ce pas? Même Marfa, comme toi, n'a jamais été convoquée une seule fois. Siegfried, embarrassé, la coupa précipitamment. Kudo, je pensais que tu comprenais, mais t'emmener à la maison principale. Elle s'assit doucement à côté d'Astor. Je comprends, j'ai entendu que père nous appelle pour garder les choses pendant son absence. Je comprends très bien. Kudo, le regard froid, jeta un coup d'œil. Mais cette convocation signifie qu'il se passe quelque chose, il faut être extrêmement prudent. Sa voix reprit, Marfa l'a déjà dit. Tu sais, Astor, il se peut que tu ne reviennes pas. À ces mots, Astor répondit doucement pour rassurer, tu exagères, je vais juste les rencontrer et discuter, mais revenir sain et sauf, c'est une autre histoire. Puis Kudo pointa soudain son doigt en plein visage de lui. Écoute, Astor, je te déteste beaucoup, tu sais. Chaque accusation frappait, l'une après l'autre, parce que tu es un homme, parce que tu as les 7 ailes, parce qu'on te traite toujours différemment. Elle continua, parce que tu es plus fort que moi, ta grande sœur, et parce que tu te comportes en adulte alors que tu n'es que le petit frère, tout ça. Astor regarda sa sœur, confus et plein d'incertitude. La phrase suivante de Kudo fit que tous deux se concentrèrent. Mais malgré tout, tu restes la famille précieuse de mon frère. Peu importe ta force, peu importe combien tu fais le grand, tu restes mon petit frère. Elle se leva d'un bond, alors entre correctement et nous ferons une revanche. Kudo ouvrit la porte d'un geste décisif. Si tu te retires alors que tu es en tête, je ne te le pardonnerai pas. Sans un mot de plus, elle sauta soudain hors du carrosse. Astor, impuissant, se demanda ce qu'elle était venue faire. Les yeux de Siegfried s'abaissèrent légèrement, le félicitant en silence, c'est une bonne adversaire, n'est-ce pas? Il pensa intérieurement, merci, sœur. Suivant sa silhouette qui s'éloignait, une détermination bouillonnait en lui, je reviendrai à coup sûr. À peine arrivé, une voix nette retentit, heureux de votre retour, Seigneur Siegfried. Le soldat répondit froidement, le grand ancien vous attend à l'intérieur. Siegfried refusa catégoriquement. Pas besoin d'un guide, je connais le chemin, malgré tout, l'homme répondit impassible, je crains que non, monsieur. J'ai reçu l'ordre de vous conduire personnellement tous les deux à l'intérieur. Il les observa attentivement, songeant intérieurement qu'il ne les avait sûrement pas appelés ici par simple affection familiale, l'atmosphère n'avait rien d'accueillant. Le regard d'Astor scrutait discrètement, mais il jeta un coup d'œil nostalgique au château, cela faisait si longtemps qu'il n'était pas revenu chez lui. Siegfried intervint, je suis sûr que tu en es déjà conscient. Astor, sa voix grave et chaleureuse, conseillant lentement, mais aujourd'hui, ne perds surtout pas ton sang-froid. Même s'ils te disent n'importe quoi, Astor répondit calmement. Tout dépendra aussi de leur attitude. Siegfried, impuissant, ferma les yeux. C'est justement pour ça que je disais qu'ils sont un problème. Il continua à radoter. Écoute, les gens que nous allons rencontrer sont à ce moment-là, le regard d'Astor glissa sur la cour d'entraînement. Il n'y avait aucune trace de Dari. Avec la main dominante écrasée, il aura du mal à reprendre du service de sitôt. La voix de Siegfried le tira de ses pensées. Est-ce que tu écoutes, Astor? Sous le regard du père, Astor répondit, gêné, oui, bien sûr que j'écoute. Il affirma avec assurance, aujourd'hui je serai sage et silencieux. De toute façon, ma sœur aînée m'a averti, reviens en un seul morceau. La porte de la pièce s'entr'ouvrit lentement, et le soldat qui les accompagnait se mit aussitôt à annoncer. Seigneur Siegfried et son fils sont arrivés. Une voix peu amène retentit. Enfin vous voilà, ça fait plus de 10 ans, n'est-ce pas? Le vieil homme ajouta, toujours parlant, alors, mon petit-fils Siegfried. Siegfried s'agenouilla immédiatement et répondit avec respect, cela fait longtemps, maître Lu. Il se corrigea, non, c'est plutôt arrière-grand-père, n'est-ce pas? Astor jeta un coup d'œil discret à l'homme en face de lui, c'était le monstre tapi dans l'ombre de la maison elle-même. Il songea en silence, le 6e chef de la lignée zénith, elle-même. Astor balaya du regard les autres et supposa qu'ils étaient tous des figures influentes au service de la maison elle-même. Il regarda chacun à son aise, reconnaissant quelques visages du festival d'escrime, mais un nom lui traversa soudain l'esprit, Roderick n'est pas là. Comme s'il avait tout deviné, Zénith prit la parole, il n'est pas ici, gamin. Il expliqua lentement que celui-ci est capitaine des chevaliers à la cour royale. Zénith, appuyé sur sa canne,
continua doucement, il n'a pas le temps de s'occuper de ces broutilles. C'est pourquoi ces vieillards gèrent les affaires administratives internes pour lui. Astor fronça les sourcils et le regarda. Dans une vie antérieure je n'ai même jamais eu l'occasion de le rencontrer, donc cela m'importe peu. Il réfléchit silencieusement à toutes les possibilités, rassembler autant d'officiels sans la présence du chef en exercice suggère que, malgré sa retraite, cet homme détient encore beaucoup de pouvoir. Puis Siegfried demanda soudain, et ces broutilles, qu'est-ce que c'est au juste? Zénith répondit calmement, tu as sans doute déjà deviné, non? Dans son ton se sentait une pointe de mépris. J'ai entendu dire que ton animal de compagnie a provoqué un grand tumulte au festival d'escrime. L'angoisse saisit aussitôt Astor. Exactement comme je le pensais, il s'agissait bien de ça. Face aux accusations, Siegfried prit la parole calmement pour défendre son fils. Sur ce point, le chef en exercice Roderick aurait dû gérer cela lui-même. Cependant, les anciens présents levèrent les voix, grognant comme des loups. Ce n'était qu'une comédie pour tromper le public. Cela n'enlève rien au fait que la réputation de la maison elle-même a été ternie. Ces paroles venimeuses s'abattirent immédiatement sur lui. Accueillir un enfant d'origine inconnue dans la maison fut une erreur dès le départ. Nous aurions pu fermer les yeux si c'était un être inoffensif, mais s'il a osé montrer ses griffes envers la lignée, la situation change, il faut l'expulser. Et bien sûr, tu ne seras pas exempté de la punition méritée, Seigneur Siegfried. Astor, à côté, ne pouvant se contenir, répliqua aussitôt, attendez, c'est moi qui ai fait tout ça. Tu t'efforces d'expliquer en détail, tout est de ma faute, mon père n'y est pour rien. Cependant Siegfried secoua simplement la tête. Il fit signe que tu devais te taire. Astor s'immobilisa alors. Un goût amer lui monta à la gorge, sans aucune indulgence. Zénith reprit ses critiques, on dirait que ton éducation est vraiment déficiente, laisser un enfant s'immiscer ainsi dans la conversation des adultes. Il se leva lentement, nous commandons plus de 12 000 chevaliers sous nos ordres. Zénith ajouta, nous portons le poids du nom elle-même sur nos épaules. Cependant, les chevaliers ne forment pas un bloc uni. Face aux paroles de Zénith, les personnes alentour les regardèrent avec mépris. D'innombrables individus observent depuis l'ombre, attendant l'occasion de s'emparer du pouvoir suprême, et ils n'arrêtaient pas de radoter. Bien sûr, cela inclut ceux présents dans cette salle. Sur ces mots, Zénith s'avança lentement. Nous voulons simplement être rassurés. Nous avons besoin de preuves que tu n'es pas un danger pour la maison elle-même. D'un geste froid, il leva la garde de son épée et la plaça près du visage de Siegfried. Il regarda, perplexe, Zénith, implacable, remonta le passé, tu te souviens quand tu as failli à protéger ton suzerain et que tu as terni l'honneur d'elle-même. Sans aucune complaisance, il proposa froidement, ici même, tu as laissé Roderick te couper un bras. D'un regard glacial, il ordonna d'une voix autoritaire, cette fois, prouve ta loyauté en prenant la tête de ce gamin. À ces mots, l'expression d'Astor trahit sa stupeur. Zénith, implacable, ajouta d'un ton perfide, fais cela et tout sera pardonné. Malgré la pression, Siegfried refusa catégoriquement, je refuse. Il proclama sans peur, je préfère mourir que de lever la main sur mon propre enfant. Celui à ses côtés regarda son père, déconcerté. Zénith répondit, contrarié, très bien, ainsi soit-il. Puis il brandit sa canne avec férocité. Si c'est le cas, sa voix résonna, dure et sans pitié, tu peux mourir, ta femme, ta fille et ce gamin ne feront pas exception. À ces mots, tous les soldats se ruèrent en avant. Dès aujourd'hui, le titre de baron de la maison sera effacé. En un instant, Astor et Siegfried furent encerclés étroitement. Face à la situation, tu pris la parole lentement, de quoi as-tu peur, arrière-grand-père? Ce ton fit tourner Zénith la tête, furieux, quoi? Astor répliqua froidement. Un groupe d'hommes costauds s'attroupait, tremblant. Ridicule, si vous craignez tant votre propre chien, exilez-le ou éliminez-moi, comme vous voudrez. Puis tu desserres soudain ta cravate. Mais si vous touchez à ma famille, pas même d'un doigt. Ce geste laissa Siegfried figé d'étonnement. Tu arraches rapidement ta veste. Pardon père, je suppose qu'au fond je ne pourrai jamais vraiment rester sage et silencieux. Les chevaliers présents furent surpris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils balbutièrent, déconcertés, regardant le dos d'Astor, le sceau sur son dos, l'empreinte s'illumina aussitôt. Si cela se produit, les 7 ici présents deviendront l'ennemi de la maison elle-même. Astor les regarda froidement, d'un bref coup d'œil, vous feriez bien de réfléchir à 2 fois. Le jeune Aster aux cheveux noirs et aux yeux jaunes retire soudain sa veste, dévoilant sur son dos un sceau des 7 ailes flamboyant rouge, Zénith et les soldats restent figés, stupéfaits. Les vieux nobles commencent à s'affoler, certains soupçonnant une contrefaçon, d'autres totalement choqués. En des centaines d'années, personne n'a jamais possédé ce symbole légendaire sur son corps. Un noble grassouillet transpire à grosses gouttes, bouche bée devant l'évidence, ce sceau ardent est manifestement un présent d'une fée, le remplissant à la fois de désir et d'effroi. Zénith grince des dents en traitant Aster de sale gosse, son visage mêlant colère et stupeur.
Il ne s'attendait pas à ce que son petit-fils dédaigné possède une telle puissance. Malgré les lames froides pointées près de lui, Aster exhibe impassiblement les 7 ailes flamboyantes dans toute leur splendeur. Zénith l'interroge pour savoir s'il mesure la valeur de ce qu'il détient. Le jeune Aster sourit avec arrogance, affirmant que plus il y aura d'elle, plus les gens seront choqués. Il maîtrise complètement la situation, transformant l'exécution en une scène de démonstration de force. Count Maz éclate soudain de rire, ravi, puis applaudit bruyamment. Il semble fort impressionné par l'audace et le spectacle d'Aster. Count Maz dit calmement au groupe de continuer, de ne pas prêter attention à sa présence. Tandis que les autres nobles s'agitent, lui reste d'une tranquille nonchalance. Zénith commence à expliquer, le sceau ailé est en réalité un organe produisant de la magie issue des fées, un don antique permettant aux humains d'utiliser et de contrôler la magie. Ce pouvoir se transmet de génération en génération, rendant les humains de plus en plus puissants. Mais atteindre le stade des 7 ailes reste presque inimaginable pour quiconque. À l'exception du peuple ailé ancêtre des fées, personne, ou presque, n'a accompli cela. Une image héroïque de ces anciens apparaît pour illustrer son récit. Après avoir entendu cela, Aster fixe le vieux en agrandissant les yeux, se demandant s'il est lui-même de cette lignée féerique. Son regard perçant montre qu'il n'est pas un jeune homme ordinaire. Zénith dit que si ces 7 ailes sont authentiques, alors cela pourrait être vrai. Il tourne le dos, l'atmosphère dans la pièce reste tendue tandis que les soldats encerclent toujours Aster. Igfrid se tient à côté, le visage livide d'inquiétude pour Aster. Avec une épée contre la gorge, il se contente de rester silencieux et impuissant devant la situation. Aster écrase son pied sur un tas de vêtements au sol et déclare d'une voix ferme qu'il est toujours un descendant du vicomte. Il entame une négociation stratégique pour retourner la situation dangereuse. Le jeune conclut d'un ton provocateur que l'origine n'a plus d'importance désormais, la question est de savoir si ces nobles ont le cran de devenir ses ennemis. Il ajoute que, s'il est banni d'elle-même, de nombreuses autres familles seraient ravies de l'accueillir. Avec ce signe des 7 ailes, Aster vaut clairement une fortune et quel marché juteux, hein. Aster regarde Zénith droit dans les yeux, déclarant que sa valeur dépasse même celle du célèbre duc Roderick. Il veut montrer qui détient vraiment la clé du futur. Les nobles restent sans voix, la sueur leur coule abondamment, pâle d'effroi. Les paroles tranchantes d'Aster touchent la peur la plus intime de ces vieillards. Une vision d'une guerre atroce avec des cadavres entassés surgit soudain dans l'esprit d'Aster. Il est certain qu'une terrible guerre civile éclatera à cause de lui, car il a vu cet avenir. De retour au présent, Aster veut trancher immédiatement qui est ami et qui est ennemi. Il est prêt à tout risquer pour trouver une voie de survie pour lui et sa famille. Zénith ricane avec mépris, demandant à Aster s'il croit vraiment valoir autant. Ce vieil entêté ne se laissera pas facilement mener par ce gamin, qu'il le sache. Il affirme qu'il n'y a aucune preuve que ces 7 ailes soient authentiques. C'est clairement un prétexte pour forcer Aster à prouver sa valeur par une épreuve mortelle. Aster esquisse un sourire en coin et réplique que s'il ne croit pas, qu'il le tue tout de suite pour en finir. Cette attitude désinvolte commence à intimider Zénith lui-même. Il affirme que si Zénith ose s'y risquer, le conseil payera un prix très lourd. Zénith écarquille les yeux, l'atmosphère est électrique alors que la négociation touche à sa fin. Aster pense en lui-même qu'il serait facile de le tuer maintenant, mais elle-même osera-t-elle tout risquer? Il se demande si Zénith à la barbe blanche mordra à l'hameçon et changera de décision. Les doigts fins de Count Maz bougent légèrement comme s'il tirait des ficelles invisibles. Ce type semble avoir préparé un plan fort divertissant. Count Maz s'avance lentement, un sourire en coin, disant que cette discussion tourne en rond sans mener nulle part. Les nobles derrière lui sont pâles de peur, comme si le sang leur manquait. Avec ses yeux bleus vifs, Count Maz propose que le grand aîné impose une épreuve à Aster. Son sourire rusé trahit une intention loin d'être innocente. Les gros nobles paniquent et demandent à Count Maz ce qu'il manigance. Lui répond tranquillement, n'est-ce pas ce que tout le monde veut, voir la vraie puissance des 7 ailes? Un regard calculateur traverse les yeux de Count Maz. Il affirme qu'après la démonstration, il ne sera jamais trop tard pour décider du sort d'Aster. La salle sombre quand Aster se tient au milieu des lames, exhibant le sceau rouge ardent sur son dos. Count Maz est convaincu qu'une grande maison martiale doit avoir une épreuve appropriée. On chuchote en entendant le nom de Count Maz, se demandant quelle manigance il ourdit. Il garde son sourire énigmatique, faisant comprendre à Aster qu'il est un allié. Aster fixe Zénith à la barbe blanche, confirmant en silence que Count Maz est un allié de poids. L'épée est toujours contre sa gorge, mais son port reste étonnamment serein. Zénith ricane puis ordonne à Aster de le suivre. Le vieil homme à la barbe blanche s'appuie sur sa canne et s'en va, décidé à donner à son petit-fils indocile une leçon mémorable. En marchant, il marmonne que c'est le devoir d'un grand-père d'éduquer un petit-fils qui ne sait pas se tenir. Aster suit d'un pas tranquille, sous la surveillance des soldats. Aster pose la main sur les barres de fer froide et regarde dans l'obscurité profonde devant lui.
Il pense que c'est l'endroit de l'épreuve, un espace sombre, chargé d'une odeur de danger. Vu d'en haut, une énorme cage de fer apparaît au milieu de la prison lugubre. Ce refuge d'urgence est désormais transformé en arène mortelle pour Aster. Le visage de Zénith devient terrifiant, ses yeux rougeoyants. Il déclare que l'épreuve consiste à vaincre la bête spectrale enfermée au plus profond de cette prison. Hilfrid se tient aux côtés d'Aster, le visage contracté, le blâmant de ne pas cacher sa puissance. Ce tonton à la barbe en pointe est affolé de voir Aster envoyé au-devant de la mort. Aster ouvre la porte de fer avec nonchalance, disant qu'un signe aussi visible que les 7 ailes ne peut rester caché éternellement. Pour lui, c'est l'occasion parfaite de prouver sa valeur. Hilfrid regarde Aster avec gravité et le prévient de ne surtout pas baisser sa garde. Inquiet, il sait pourtant qu'il n'y a plus de retour possible maintenant. Aster sourit confiant, saisit la chaîne et se jette dans l'abîme sombre. Il fait ses adieux d'un air détaché, prêt à livrer combat à la bête spectrale. Les yeux jaunes flamboyants d'Aster brillent dans l'obscurité, révélant la concentration d'un prédateur. Il est prêt à affronter tout ce qui l'attend en bas. Là-haut, Count Maz observe toujours avec un sourire en coin rempli de sous-entendus. Cet homme aux cheveux argentés semble se réjouir d'assister au grand spectacle des 7 ailes. Les pieds d'Aster touchent l'eau glacée au fond de la sombre prison. Comme prévu, l'endroit est plongé dans l'obscurité totale, créant une atmosphère oppressante et menaçante. Mais avec ses yeux jaunes perçants, Aster pense que cette obscurité ne lui fait ni chaud ni froid. Il peut voir à travers tout comme s'il était en plein jour. Soudain, une paire d'yeux rouges jaillit de l'ombre, faisant sursauter Aster. La bête spectrale est apparue, et sa présence est plus écrasante que ce qu'il imaginait. Vu du fond du puits, les gens là-haut ne sont plus que des points minuscules. Aster pense lui avoir laissé une chance de se racheter, mais visiblement cet effort n'a servi à rien. L'image d'un cadavre en lambeaux lui glace le sang. La créature n'a fait que hurler pitoyablement jusqu'à la fin, une mort ignoble dépourvue de tout honneur. La bête spectrale, au pelage d'un ver luisant et aux yeux rougeoyants, émerge lentement des ténèbres, sa présence dégage une pression mortelle terrifiante. Aster sort un petit couteau, ses yeux jaunes flamboyants emplis de détermination face à l'épreuve mortelle, il se promet en secret de ne décevoir personne, surtout pas lui-même. La bête spectrale hurle puis se précipite droit sur Aster, une aura meurtrière a coupé le souffle, le défi commence officiellement. Aster faisait face au gigantesque esprit bestial lion bleu. Il s'avère que la rumeur selon laquelle la famille elle-même gardait des monstres sous le manoir était vraie. Il en ressentait même un peu de pitié. Il serra la garde de son épée, pestant intérieurement contre cette famille pleine de monstres. La bête poussa un rugissement féroce et se précipita sur Aster. Mais il resta immobile à l'observer. Aster bougea aussi vite qu'un éclair, esquivant à la suite les coups foudroyants de la créature. Des entailles rouges déchiraient l'air. Au-dessus du cachot, les anciens collaient leurs yeux aux barreaux pour suivre le combat. Même Hilfrid ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Aster rengaina son épée calmement. Pour lui, Sœur Kudo, dans sa vie antérieure était bien plus terrifiante que ce grand chat. Soudain, la bête émit une aura pourpre lugubre, et son corps commença une transformation étrange. Le regard d'Aster changea, il comprit que quelque chose n'allait pas. Des tentacules et des yeux rougeoyants poussèrent sur tout le corps du monstre. Ce n'était pas une bête ordinaire, c'était un mort-vivant. La créature rugit, l'énergie mauve qui l'entourait devenait de plus en plus dense. Un véritable revenant. Hilfrid se cramponna au barreau, terrifié, demandant pourquoi il y avait un mort-vivant sous le manoir. Zénith expliqua avec indifférence. Ces créatures sont toujours attirées par l'odeur de la mort, elles viennent ici chercher de la chair fraîche à manger. On ne peut ni les tuer avec des coups, ni les brûler, alors ils les gardent comme adversaires parfaits pour tester la force des chevaliers. Hilfrid et Zénith regardaient en bas, le visage glacial. Pour eux, le monstre n'était qu'un outil pratique pour débarrasser les cadavres. MTGAKKELO LNG BO RNGNG CKS LAO LUIN CNG BTGI SENO. Omtai Zénith NH ABCHT Voish Sao. Dans le cachot, Aster faisait toujours face seul à la créature. Zénith répliqua que si Aster mourait, cela prouverait seulement qu'il était un fanfaron. Zénith ajouta froidement qu'un signe de cette aile sans puissance n'est même pas digne d'être un simple ornement. Zénith ajouta, avec une remarque crue, que si le gamin mourait, ils auraient toujours un moyen d'exploiter ce cadavre. Maz esquissa un sourire en coin, les yeux toujours rivés sur le combat en bas. Maz pensa en silence, après tant de paroles hautaines, Aster allait-il vraiment s'effondrer si facilement? La bête lança une attaque terrifiante, traçant des sillons de lumière rouge qui lacérèrent le sol de pierre. Aster dut reculer pour garder ses distances. Aster réalisa que ses entailles étaient totalement inefficaces. Peu importe combien il frappait, elle ne semblait pas affectée. La régénération de ce mort-vivant était folle, bien au-delà de ce qu'il savait des revenants ordinaires. Il comprit que combattre un être déjà mort par des attaques ordinaires était vain. Selon les manuels, pour détruire complètement un mort-vivant il faut l'exposer au soleil ou utiliser une arme sacrée purificatrice. Sans l'un ni l'autre,
la stratégie la plus sûre est d'éviter l'affrontement. Mais ici, Aster n'avait aucune retraite. Aster esquissa un sourire en coin. Si l'on se limitait aux tactiques basiques des livres, son insigne de cette aile serait bon pour la poubelle. Il attrapa son épée, les yeux étincelants de détermination. Il allait prouver sa valeur ici même. Aster décida d'écraser et d'anéantir ce monstre immortel par la force brute. Une onde magique rouge flamboyante éclata. La pression de la magie était si intense que le sol de pierre sous les pieds d'Aster se fissura. La poussière s'éleva en nuée. Le gros bonhomme sursauta, stupéfait par cette puissance magique colossale. Il reconnut la véritable force d'un détenteur des 7 ailes. Les autres étaient aussi désemparés, ne sachant pas ce qui se passait dans ce cachot sombre. Le monstre avait-il été terrassé? Zénith observa pensivement. Finalement, Aster avait sorti son atout. Au milieu des décombres et de la poussière, la silhouette d'Aster se tenait encore, tenant son épée courte. Zénith regarda en bas, glissa la langue contre ses dents et dit que quelle perte de pouvoir. Aster se précipita comme une tornade, sa vitesse ne laissant que des traînées lumineuses floues. La créature rugit de nouveau, brandissant ses tentacules violets vers Aster. Une confrontation explosive s'annonce avec peut-être un peu trop de salive et pas assez de politesse. Igfrid ne put se retenir et cria le nom d'Aster. Il ne pouvait plus rester là à regarder. Maz arrêta aussitôt Igfrid, lui ordonnant de ne pas gâcher le spectacle en sautant pour sauver le garçon. Laissez-le se débrouiller. Igfrid lança un regard fulgurant à Maz, lui demandant s'il comptait vraiment regarder Aster mourir. Sa colère était évidente. Maz fit un geste de la main, sourit calmement et dit à Igfrid de rester tranquille et de continuer à regarder. Le meilleur venait de commencer. Maz sourit d'un air mystérieux derrière les barreaux, comprenant qu'Aster avait encore une carte cachée. Aster esquissa un sourire confiant. Il semblait que tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. La bête paraissait, amaigrie, comparée à avant, mais l'aura rouge qui l'entourait continuait de brûler intensément. Il serra son épée, une magie rouge sombre enveloppant son corps comme une petite tempête. Aster porta une frappe frontale, plantant son épée dans la gueule du monstre. Du sang noir gicla partout. Le mort-vivant hurla de douleur, du sang et des sucs noirs jaillissant de la blessure mortelle. Aster poussa un cri, ses yeux s'illuminant d'un or métallique oppressant, déterminé à finir cette créature. Il enchaîna une série de coups déchirant l'air, formant une tornade rouge sombre d'une puissance écrasante. Au-dessus, Igfrid suait à grosses gouttes. Il reconnut la technique qu'il avait enseignée à Aster une fois auparavant. Des flux d'énergie noire et rouge s'entrelacèrent, créant une pression terrifiante qui pesait sur tout le cachot. Mais Igfrid réalisa que ce n'était pas une simple imitation, Aster l'avait amélioré en quelque chose de totalement différent et plus effrayant. Le sol trembla, le plafond du cachot commença à se fissurer. Tout le monde cria d'horreur en voyant l'endroit sur le point de s'effondrer. La poussière monta partout en nuages opaques. Les gardes pressèrent les anciens de quitter vite leur poste pour se mettre à l'abri. Zénith regarda les décombres avec des yeux écarquillés d'étonnement. Il commençait à entrevoir de quoi il s'agissait, cette puissance. Au milieu du voile de sang et de l'aura rouge flamboyante, Aster se tenait majestueux, le pouvoir des 7 ailes entièrement éveillé. Après un moment, les anciens, paniqués, se levèrent enfin. Quand les tremblements cessèrent, ils se précipitèrent pour voir ce qui s'était passé. Mais Zénith ne bougea pas, il avait tout vu. Il réalisa qu'Aster avait enfermé Aster dans un tourbillon d'énergie magique et l'avait anéanti. Zénith ne put qu'admettre que c'était une démonstration de force brute, tant en qualité qu'en quantité, un prodige magique incroyable, mais qui, par nature, ne pouvait encore être qualifié de technique. Cela fit se demander à Zénith si c'était vraiment le pouvoir des 7 ailes. Il demanda ensuite à Igfrid s'il l'avait enseigné à Aster, mais Igfrid répondit que non. Il avoua lui-même être étonné des progrès quotidiens de son fils. Maz demanda rapidement aux anciens s'ils étaient satisfaits et s'ils croyaient qu'Aster avait réussi l'épreuve. Avec un air sérieux, Zénith demanda à tous, « Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose » Personne ne répondit. Maz ne perdit pas de temps et informa Aster qu'il avait passé l'épreuve et qu'il devait rapidement remonter à la surface. Aster railla en signalant que la chaîne qu'il avait descendue dans la crypte avait été détruite. Donc il proposa que quelqu'un lui jette une corde pour qu'il puisse remonter. Plus tard, Aster rencontra Zénith dans son bureau et Zénith lui proposa une place dans la lutte pour la succession du chef de famille. Mais Aster refusa. Zénith lui demanda s'il était sûr de vouloir cela. Car une fois cette occasion manquée, elle pourrait ne jamais se représenter. Aster lui dit qu'il n'était aucunement intéressé par la lutte pour la succession au sein de la famille. De plus, sa présence ne ferait que troubler ses cousins. Aster dit à Zénith qu'il n'appartenait pas au manoir principal mais au manoir de Igfrid. À ce moment, Zénith lui dit qu'il pouvait être aussi humble qu'il voulait, mais qu'on ne pouvait dissimuler l'ambition qui se reflétait dans ses yeux. Zénith dit, « Tout est lisible sur ton visage, que sur le long terme tu vises à diriger tes attaques vers elle-même. » Cela surprit Aster. Zénith demanda si la personne qu'il visait était Roderick,
mais l'expression d'Aster devint immédiatement défensive. L'ancien lui conseilla de se détendre et assura qu'il ne cherchait pas à sonder ses motivations. À ce moment, Aster lui demanda pourquoi, car il croyait que les rebelles étaient ses ennemis. Zénith lui rappela que cette famille n'était pas un bloc uni et que Roderick était le nœud du problème. Zénith n'avait pas d'objection à ce qu'Aster reste, si sa présence servait de moyen de dissuasion contre Roderick. Cependant, il avertit Aster de ne plus jamais montrer les crocs devant lui, car la prochaine fois il pourrait réellement mourir. Quand Aster quitta la pièce, il ne put s'empêcher de reconnaître que ce vieil homme était vraiment un monstre. Hilfrid le rejoignit dans le couloir et demanda ce que le vieil homme avait dit. Aster révéla que le vieux voulait l'intégrer à la famille principale, mais qu'il avait refusé. Hilfrid, en entendant cela, fut stupéfait. Même Maz, qui se tenait à côté, hocha la tête en signe d'accord. Maz dit à Aster que s'il appartenait officiellement à la famille principale, il serait traité bien mieux. Aster demanda au comte pourquoi il l'avait aidé tout à l'heure. Mais Maz fit semblant de ne pas savoir. Maz dit qu'il voulait juste lui jouer un tour et rappela à Aster qu'il était maintenant, nominalement, le maître des 7 ailes. En longeant le couloir, Aster vit les anciens le dévisager et tous partageaient la même intention de vouloir le tenir sous leur coupe parce qu'il était un enfant. Maz dit qu'Aster ne pourrait pas y échapper. Le nombre de personnes qui le convoitaient ne ferait que croître, car les 7 ailes ont une importance extrêmement grande. Aster demanda à Maz s'il faisait partie de cela. Maz répondit qu'il était le directeur de l'Académie des Chevaliers, donc recruter de jeunes talents faisait partie de son travail. Maz désigna le vieil homme blond au loin et dit à Aster que cet homme lui ressemblait. Quand Maz s'éloigna, il dit à Aster qu'il l'attendrait à l'Académie des Chevaliers. Aster le regarda, perplexe, car il ne savait même pas si cet homme était un allié et il était trop difficile à cerner. Hilfrid tapota l'épaule d'Aster en lui suggérant de rentrer chez lui, parce qu'il voulait entendre le récit complet de la grande démonstration de son fils. Aster accepta et dit que sa mère serait paniquée en voyant toutes les blessures sur son corps. Pendant ce temps, Roderick reçut le rapport que son fils Dari avait perdu la vie lors de l'épreuve imposée par Zénith. Aster était censé y participer. Roderick demanda à l'envoyer ce qui s'était passé. L'homme informa Roderick de l'existence des 7 ailes, mais Roderick n'en fut pas totalement surpris. En général, ils avaient maintenu l'équilibre des pouvoirs au sein de la famille pendant tout ce temps. Mais à présent il croyait que cet équilibre finirait par s'effondrer. L'envoyé proposa d'agir, mais Roderick l'enjoignit de ne rien faire car ce n'était pas encore une menace. De plus, il ne voyait pas l'urgence puisque les 7 ailes lui reviendraient finalement. Cependant, d'ici là, il laisserait Aster s'amuser avec. Il voulait savourer de voir Aster, celui qui lui avait échappé 10 ans plus tôt, se débattre un moment. 4 ans plus tard, Aster arriva à l'Académie des Chevaliers et le personnel appela officiellement les candidats à se rassembler. Pendant que tout le monde remplissait les formulaires, ils remarquèrent Aster qui passait, et l'attention se porta immédiatement sur lui car il était assez connu. Aster se dirigea vers le bureau d'inscription. L'employé lui dit qu'il devait présenter un insigne d'aile car il ne pouvait pas laisser entrer quelqu'un sans mana, il ne voulait pas de faussaires. Soudain, l'employé lut le nom d'Aster, et fut surpris par son nom de famille, elle-même. Aster sourit et demanda s'il devait toujours présenter l'insigne. Car le sien était en fait dans un endroit assez difficile d'accès. Avec un sourire en coin, il demanda à l'employé si son visage suffirait à être admis. Un instant plus tard, alors qu'Aster restait immobile, un fauteur de troubles blond, Smets, commença à l'appeler. Il déclara ne jamais avoir vu Aster parmi les candidats auparavant, et demanda à Aster s'il n'était pas au mauvais endroit. Smets dit à Aster que cet examen était pour l'élite des élites, mais Aster passa simplement en silence, répondant que cela ne posait aucun problème. Smets hurla à Aster que tous dans la salle avaient subi un entraînement brutal et repassé l'examen plusieurs fois. Il se moqua d'Aster en disant « Tu te promènes avec une épée minuscule comme un gamin et tu rêves d'être de l'élite ». Smets continua en disant à Aster que l'examen n'était pas pour son genre et lui ordonna d'aller voir ailleurs s'il n'était là que pour le spectacle. Pendant ce temps, les autres candidats ne furent pas surpris car Smets traitait ainsi chaque nouveau chaque année. De plus, il ne croyait pas qu'il oserait provoquer Aster des 7 ailes. Smets ne savait absolument pas qui était Aster. Et à ce moment-là, Gurion arriva avec sa bande de sbires. Gurion salua Aster. Ses cousins dirent qu'il y avait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Aster présenta ses condoléances pour Dari. Mais Gurion dit à Aster de ne pas se préoccuper de Dari car c'était un lâche qui méritait de mourir. En vérité, il se sentit soulagé et heureux que Dari ait disparu, car il se vantait toujours d'être juste un an plus âgé. Gurion dit ensuite à Aster, ne sous-estime pas les gens de la famille principale comme cela. Même si tu as les 7 ailes à exhiber, car à l'académie personne ne te protégera. Sur ce, Gurion et sa bande s'éloignèrent. Mais les candidats furent surtout impressionnés de voir 2 membres de la famille elle-même présents, signe que cette année serait bonne. À ce moment, Smets réalisa qu'il était probablement mort, et se hâta d'approcher Aster en feignant l'amitié. Aster répondit à Smets par un sourire, et lui dit qu'il pouvait l'appeler par son prénom. Peu après, ils furent conduits au lieu des épreuves du premier tour.
l'officiel responsable des examens souhaita la bienvenue à tous. Il expliqua que les chevaliers royaux n'avaient rien à voir avec les chevaliers locaux qui sévirent dans la campagne. Il ajouta qu'ils protégeaient le roi et étaient des épées d'honneur prêtes à sacrifier leur vie pour le souverain, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas besoin d'inutiles. Il leur dit de considérer l'épreuve d'aujourd'hui comme un champ de bataille et de montrer véritablement leur valeur sans retenue. Intérieurement, Aster ne pouvait croire à ces discours pompeux, mais cela lui était égal car il était enfin de retour à l'académie. Avant d'avoir des ailes, il n'avait même pas le droit d'être à cette place. En somme, derrière tout cela se trouvait le monde des puissants qu'il n'avait jamais touché. Et celui qui trônait au sommet n'était autre que Roderick. Aster se dit en son fort intérieur, « Roderick, attends-moi, je te rattraperai très vite. » Cependant, pour y parvenir, il devait d'abord passer l'examen de sélection. Et à cet instant, l'officiel déclara le début de l'épreuve. Soudain, un candidat fut abattu, une flèche le projetant à terre, et lui traversant la tête. Cela fit immédiatement comprendre au candidat que l'épreuve n'était pas une plaisanterie, et l'officiel révéla que cette épreuve s'appelait le défi de la tour. Il leur dit que ceux qui tiendraient jusqu'à la fin deviendraient rapidement les vainqueurs. Une pluie de flèches commença alors à s'abattre sur les candidats dans la grande salle. Quelques-uns paniquèrent et tentèrent de fuir, mais les flèches les atteignirent quand même. D'autres candidats, au contraire, se regroupèrent pour se protéger. C'étaient des candidats chevronnés habitués à cette règle. Cependant, même ainsi, le taux de survie n'était que d'environ 30%, et il pensa que la manière dont ils formaient leur cercle atteindrait bientôt ses limites. Fondamentalement, ce qu'il voulait voir, c'était la puissance écrasante, que seul le détenteur de l'insigne d'aile pouvait atteindre. Soudain, certains candidats remarquèrent qu'Aster ne bougeait pas du tout. Ils le prirent pour un idiot pétrifié par la peur. Gurion pensa aussi que c'en était fini d'Aster, mais au moment où quelques flèches fonçaient vers lui, Aster les repoussa toutes avec aisance. Les candidats furent stupéfaits, en voyant Aster créer une tornade avec sa magie, simplement pour repousser les flèches. Aster maintint cela, ce qui amena les autres candidats à demander « Tu es quel genre de monstre ?» car aucune flèche ne parvenait à l'atteindre. Même les officiels sont impressionnés car Aster manipule fondamentalement la magie, le faisant paraître comme s'il se tenait au milieu d'une tempête. Peu après, la pluie de flèches cesse, et l'officiel est très surpris car le nombre de survivants est plus élevé que prévu. L'officiel félicite les survivants, disant qu'ils ont passé la première épreuve contrairement aux cadavres éparpillés autour. Cependant, il leur dit qu'il n'y a pas de temps pour se reposer, car il les mènera au lieu de la prochaine épreuve. Smets pousse un soupir plein d'agacement, disant que cet officiel doit être envoyé tout droit de l'enfer. Aster est surpris que Smets soit déjà épuisé, seulement à cause des flèches précédentes. Smets, au contraire, ne peut pas croire qu'Aster reste impassible comme si de rien n'était. Même après cela, l'officiel est impressionné qu'Aster ne montre aucun signe de fatigue, malgré l'utilisation d'une énorme quantité de magie, ce qui confirme la puissance des 7 ailes, mais il est très curieux de voir ce qu'Aster fera à la prochaine épreuve. Gurion, lui, est en colère que son cousin ait survécu, et il se souvient d'un ordre venu de quelqu'un lui disant d'utiliser tous les moyens pour empêcher Aster de devenir chevalier royal. Pour l'avenir d'elle-même. Après être arrivé au lieu de la prochaine épreuve, l'officiel leur dit qu'ils échangeront leurs épées contre des lames identiques pour assurer l'équité. Smets est dérouté par cela. Aster lui demande si c'était différent auparavant. Smets répond qu'auparavant il ne se préoccupait jamais des épées. Smets pense qu'ils sont prudents à cause de l'être épée d'Aster. À ce moment-là, Gurion apparaît et se moque d'Aster, disant qu'on dirait qu'il a trouvé un petit sbire, à savoir Smets. Smets s'énerve en entendant cela, mais Gurion menace rapidement en chuchotant à son oreille, disant qu'il devra apprendre une leçon douloureuse s'il remue la queue pour la mauvaise personne. Smets tremble de peur et tente de faire retirer ses mots à Gurion, mais celui-ci l'ignore. Smets va même jusqu'à dire à Gurion qu'il n'a rien à voir avec Aster. Aster regarde autour de lui et réalise qu'il se trouve en milieu de siège défensif. C'est alors que l'officiel apparaît pour expliquer les règles. Il dit que la deuxième épreuve est une bataille d'assaut et qu'ils seront divisés en 3 équipes pour s'emparer des camps les uns des autres dans la forêt. Il rappelle qu'un camp est considéré comme occupé. Lorsque le drapeau de son équipe est hissé sur le mât, il explique que l'équipe qui contrôle 2 camps ou plus au son de la cloche du soir sera l'équipe victorieuse. Cependant, toute action rendant le drapeau inutilisable, comme le détruire ou le confisquer, est interdite. De plus, aucune autre action interdite n'est précisée et ils sont libres d'utiliser l'épée distribuée, puisqu'il est même possible de tuer des adversaires avec. Après avoir énoncé les règles, l'officiel annonce qu'il est temps de révéler les membres des équipes qui participeront à l'épreuve avec eux. Peu après, un signal de fumée s'élève dans le ciel. C'est le signe que l'épreuve a commencé. En gros, il y a 3 drapeaux et ils doivent occuper au moins 2 camps, y compris le leur. Smets dit à Aster que cela signifie qu'il n'y aura qu'une seule équipe gagnante parmi les 3. Aster confirme et demande à Smets s'il est inquiet. Les autres membres réalisent qu'ils devront combattre elles-mêmes. Aster comprend immédiatement que la situation va mal tourner. Smets rappelle qu'ils craignent fortement la vengeance d'elle-même, car leur adversaire est Gurion, l'héritier de la lignée légitime d'elle-même.
Smets demande à Aster d'imaginer la situation. Ils pointent leurs épées sur Gurion pendant l'épreuve. Smets craint que les conséquences ne soient graves, pouvant même entraîner l'anéantissement de leur famille. Il dit à Aster que tout le monde a peur de devenir l'ennemi d'elle-même. Smets conclut en disant à Aster qu'il y aura toujours une prochaine épreuve. Donc il vaut mieux attendre celle-là plutôt que de sacrifier sa vie maintenant. Finalement Aster doit affronter seule la bataille d'équipe. Cela dit, il comprend la peur de Smets et des autres, car elle-même est réellement terrifiant. Ils sont essentiellement une famille tyrannique à laquelle on ne peut s'opposer. Dans cette épreuve, Gurion est l'incarnation de cette peur. Bien que les membres de l'équipe pensent qu'ils ne comprendraient pas cela, de l'extérieur, il leur ressemble aussi. En avançant vers le drapeau le plus proche, il remarque un silence partout et se demande si quelqu'un a déjà combattu, ou s'il se montre prudent, ou si une autre mise en scène est en cours. C'est alors qu'il trouve le type au drapeau jaune. L'homme montre sa surprise de voir qu'il est réellement venu. Exactement comme l'intéressé l'avait prédit. Aster se demande ce qu'il raconte. Et en plus il remarque que cet homme a abaissé le drapeau de son propre camp. L'homme jette alors le drapeau jaune en l'air. Et à ce moment, le drapeau rouge représentant l'équipe de Gurion apparaît soudainement au loin. Aster réalise brusquement que l'équipe au drapeau rouge et celle au drapeau jaune coopèrent pour l'éliminer, avec Gurion en tête de l'attaque. Puis on informa tout le monde du deuxième examen pour la sélection des chevaliers du royaume, qui était un combat d'attaque et de défense. Et dès la fin de l'annonce, le combat commença officiellement. Les 20 candidats furent répartis en 3 équipes. La règle expliquée clairement était que l'équipe qui contrôlerait 2 bases ou plus à la fin de l'épreuve serait la gagnante. Autrement dit, l'objectif pour réussir l'examen était de planter le drapeau de son équipe sur la base ennemie en plein milieu de l'affrontement. Aster s'avança et demanda franchement, l'adversaire est sûrement l'équipe jaune. Alors pourquoi accroches-tu ce drapeau rouge comme ça? Le jeune aux cheveux blonds répondit calmement à ce moment-là, la raison est très simple, parce qu'une alliance s'est formée entre nous. Sur ces mots, il commença à libérer de l'aura depuis son épée. L'atmosphère autour devint immédiatement tendue et lourde. Un observateur mystérieux apparut et expliqua clairement son identité. Il était le fils aîné du clan Nolan, une famille réputée comme la source de l'art de l'épée royale. Il s'appelait Christopher Nolan. C'était un homme portant l'insigne à 5 ailes. L'observateur continua. L'observateur ajouta que lors du premier examen, il avait été éclipsé par un génie à 7 ailes et n'avait donc pas particulièrement brillé. Mais dans l'épreuve de la tour des flèches, seuls 2 candidats passèrent sans changer d'expression. C'était Aster à 7 ailes et Christopher Nolan à 5 ailes. Tous deux étaient des talents hors du commun, possédant un potentiel terrifiant. Il était regrettable que de tels talents se retrouvent en confrontation dans cette situation. Après avoir entendu cela, Aster demanda aussitôt, « C'est une alliance, n'est-ce pas? Tu sais vraiment ce que tu fais? Même si tu procèdes ainsi, il n'y aura au final qu'une seule équipe victorieuse. » Christopher répondit calmement en bloquant l'attaque d'Aster, « Je comprends parfaitement. Et puisqu'elle-même est de notre côté, j'ai décidé que la famille princière serait l'équipe gagnante. » Il expliqua encore, « Il se peut qu'en ce moment même mes coéquipiers, en compagnie d'elle-même, soient en train de se diriger pour attaquer ta base. » À ces mots, Aster sentit soudain monter en lui un danger pressant, pensant intérieurement que la situation était grave et que Smith et les autres étaient en grand péril. Il fit face à Christopher et demanda, « Gurion t'a-t-il menacé? » Il dit quelque chose du genre, « Que se passerait-il si l'on osait s'opposer à elle-même » Christopher avança sans hésiter, « Personne ne reste volontairement devant un char lancé lorsqu'on sait qu'on va être écrasé. Nous, nobles chevaliers, existons dans une société de classe rigide, ces actes sont donc naturels. » En disant cela, il lança une attaque puissante pleine de force écrasante, ajoutant que c'était aussi la conduite naturelle d'un noble. Aster tenta de parer, mais même en défense il ressentait la pression qui dépassait tout contrôle. Au moment suivant, sa lame se brisa soudainement en 2. En voyant l'épée cassée, Aster réalisa que quelque chose n'allait pas et pensa intérieurement que cette épée devait poser problème. Serait-ce que le juge lui a volontairement donné un équipement défectueux? Le doute persistait dans son esprit alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Christopher ne s'arrêta pas, il continua de pousser avec une force impressionnante et déclara avec assurance, « Inutile de t'inquiéter, car notre duel n'a été, du début à la fin, qu'un combat d'honneur entre 2 nobles. » Il ajouta, « Je n'aime pas particulièrement les gens d'elle-même, surtout ceux qui aiment se montrer comme toi. » Christopher brisa l'épée d'Aster sans pitié et enchaîna les attaques, ne lui laissant aucun répit. Aster fut poussé dans une position défensive face à d'innombrables situations écrasantes. Mais au moment suivant, il retrouva rapidement son sang-froid. Il saisit le morceau d'épée cassé, y transmit de l'énergie et lança soudainement une attaque puissante vers l'avant. Christopher leva facilement son épée pour parer. Dans cet instant d'ouverture, il remarqua soudain qu'Aster avait tourné les talons pour fuir. Christopher, surpris, s'exclama, « Tu fuis vraiment? » Attends. Aster ne s'arrêta pas, en courant il se retourna et dit, « Notre duel se remettra plus tard. Pour l'instant,
j'ai quelqu'un d'autre à régler en priorité. Christopher ricana et se moqua. Ah, tu as peur finalement, tu ne mérites même pas qu'on t'appelle chevalier. Ensuite, Christopher ramassa l'épée brisée par terre pour l'examiner de près et se demanda, quel genre d'épée est-ce? Même pour une épée bon marché, la qualité est bien trop médiocre. Il sentit qu'il y avait quelque chose d'anormal, s'arrêta un instant, passa la main dans ses cheveux et murmura, je vois, c'est le coup d'elle-même, ils osent tricher pour gâcher la fête. Au même instant, de l'autre côté, Aster courut vers son territoire et cria aussitôt, Smith, ça va. Avant d'obtenir une réponse, une voix familière retentit. Tu es arrivé plus tôt que je ne le pensais, cousine? Celui qui se tenait là était Gurion, l'instigateur de tout ce plan. Il déclara calmement que tout ce qui se passait dans cet examen avait été soigneusement orchestré par lui. Gurion ajouta qu'il avait juré qu'il serait suffisant seul, ce qui avait éveillé une certaine attente chez moi. Et de ton côté, quelle est la situation? Nous venons de prendre la 3e base, non? On peut appeler ça pour l'instant une domination absolue. Mais à peine eut-il fini que Aster l'interrompit. Gurion, que as-tu fait à mes coéquipiers? Sa question le mit un peu mal à l'aise. Ah, ça, tu veux dire? Derrière lui, quelqu'un pointait une épée contre le dos d'Aster. Ses coéquipiers levaient leurs lames avec hostilité et dirent, ne m'en veux pas. Je t'avais dit dès le départ que je ne te suivrais pas, non? Je ne m'allierai pas à un imbécile qui s'oppose à elle-même. Gurion éclata d'un rire triomphant. Ah, ces types n'ont même pas pris la peine de résister un peu. Même si ce sont des paysans stupides, ils ont assez de cerveau pour savoir de quel côté se placer. Aster répondit calmement, tu penses vraiment qu'en rassemblant assez de monde tu peux me battre? Non, pas du tout. Tu te trompes lourdement, mon garçon, je vais gagner, sans doute. La condition de victoire de ce combat attaque-défense est de tenir au moins 2 bases à la fin de l'épreuve. Même si tu t'heures à courir planter des drapeaux sur d'autres bases maintenant, tu n'auras plus assez d'hommes pour garder ces drapeaux. Nous n'avons qu'à attendre que tu partes vers une autre base et remplacer tranquillement ton drapeau par un drapeau rouge. Il faut au moins 2 bases, tant qu'on les garde, nous gagnons. Aster serra son épée et menaça, alors je t'empêcherai de réaliser ce plan en découpant tous ceux d'ici. Les visages des soldats autour pâlirent instantanément. Mais Gurion ricana avec suffisance, ce ne sont que des paroles en l'air. Cette épée, elle est fichue, non? Même si tu as cette aile, sans arme tu ne vaux rien, comme un oiseau sans aile. Ou comptes-tu affronter seul tous ceux qui sommes ici? Aster sourit encore et dégaina son épée avec confiance. Impressionnant. Il lança son épée derrière lui et continua, tu as calculé les choses plus finement que je ne le pensais. Voyant cela, Gurion se délecta et éclata de rire. Je suis sûr de gagner. Mais contrairement à ses prévisions, au moment où l'épée toucha le sol, le regard d'Aster se plissa, prêt à agir, tout semblait alors tenir dans la paume de Gurion. Aster souffla simplement. Cette situation devient vraiment compliquée. Tu m'as vraiment impressionné, Gurion. En voyant cela, Gurion rugit de joie. Nous avons gagné. Mais aussitôt, au moment où l'épée d'Aster glissa de sa main et tomba, il libéra soudain une explosion d'énergie. Son corps se courba légèrement et il porta un coup inverse d'une force terrifiante. Le coup fut si puissant qu'il propulsa Smets très loin, faisant voler l'épée qu'il tenait. Saisissant une occasion unique en son genre, Aster saisit agilement cette épée et lança une attaque dévastatrice à la fois vers l'avant et vers l'arrière. En un seul geste, tous ceux présents dans la zone s'effondrèrent, stupéfaits. Observant la scène d'en haut, Gurion n'eut que le cri d'horreur. Quoi? Aster pointa froidement la pointe de son épée vers lui. Sa voix était tranchante comme la glace, pourtant, tu as commis l'erreur de te tenir devant moi pour intervenir. Maintenant tu vas en payer le prix. À cet instant, Aster adopta une posture incroyablement stylée et menaçante. Gurion grimaça en serrant les dents, maudissant ce fichu monstre. Pendant ce temps, une énorme quantité d'énergie commença à se concentrer sous la voûte plantaire d'Aster. En un clin d'œil il se déplaça à une vitesse inimaginable, réduisant l'écart instantanément. Aster fendit l'air, fonçant sur Gurion telle une flèche. Gurion sursauta, jeta un coup d'œil derrière lui et murmura, incrédule, impossible, il a pu venir jusqu'ici? Aster le regarda droit dans les yeux, jugeant froidement, tu es trop lent, maintenant tu ne peux plus t'enfuir. L'instant d'après, Aster asséna une attaque directe. Gurion tenta désespérément de parer avec son épée, mais la force derrière le coup d'Aster était trop écrasante, sa lame se brisa en touchant. À ce moment, l'esprit d'Aster dériva vers un souvenir, le jour où il eut appris à voler. Peut-être ce n'était pas qu'il ne pouvait pas le faire avant, mais qu'il peut désormais le ressentir. Cette sensation d'omnipotence en maîtrisant la magie et en comblant tous les écarts. Aster se rapprocha du visage de Gurion et dit, avoir des ailes, c'est formidable, non? Regarde, ce mur paraissait si imposant autrefois. Gurion ouvrit la bouche pour répondre mais Aster l'interrompit. Il le saisit et le tira brusquement vers le bas. Mais pour moi maintenant il est tout petit. Un sourire léger apparut sur les lèvres d'Aster et l'instant d'après, tous deux plongèrent au sol. Une énorme explosion secoua la zone.
La fumée monta en épais nuages, laissant les témoins sous le choc. Vigo balbutia, impuissant, quel genre de combat est-ce que... Que leur est-il arrivé à ces deux-là? Les autres à proximité étaient tout aussi abasourdis, incapables de digérer ce qu'ils venaient de voir de leurs propres yeux. À travers la poussière dense, une silhouette émergea lentement, traînant quelqu'un sur le sol. Quand la silhouette s'approcha, on reconnut qu'il s'agissait d'Aster. Il traînait Gurion, qui était alors complètement vaincu et dépourvu de toute volonté de lutter. Aster le jeta brutalement au sol en grognant, ça doit faire mal. Gurion tenta de dire, qu'est-ce que vous faites tous? Vous restez là à regarder comme des idiots? Dépêchez-vous et achevez ce type. C'était l'ordre de la famille elle-même. À ces mots, Vigo se précipita aussitôt vers son épée tombée. De l'autre côté, Aster le regarda calmement. As-tu si peur de la vengeance d'elle-même? Vigo serra son épée, la voix pleine de rage et d'amertume, évidemment. Notre maison Smets n'est qu'une famille noble de 3e rang, une famille qui peut disparaître en un clin d'œil si on le décide, il nous écraserait comme du néant. Donc, pour que des nobles faibles comme nous puissent survivre dans ce monde, aussi lâches que nous soyons, nous n'avons d'autre choix que de nous soumettre et d'éviter de déplaire à ceux au-dessus de nous. Il cria dans le désespoir, quelqu'un qui possède tout comme toi ne comprendra jamais nos inquiétudes. En entendant cela, Aster se contenta de sourire. Voyant son sourire, Vigo s'énerva encore plus. Tu te moques de quoi, espèce de... Aster répondit calmement, elle m'a dit la même chose il n'y a pas si longtemps, que je ne comprendrai pas les sentiments de ceux qui n'ont rien. J'ai mes propres objections à cela, mais il est vrai qu'en ce moment je bénéficie de privilèges. C'est pour ça qu'il y a des choses que seule ma personne peut accomplir. Aster éleva la voix avec intensité. Mon ennemi, c'est elle-même. Si vous n'êtes pas capable, je le ferai, je vais changer les choses. L'elle-même arrogant et oppressif d'aujourd'hui, je le briserai et je reconstruirai tout. Ces déclarations plongèrent immédiatement tous les présents dans un silence terrifié. Ils étaient complètement secoués, incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre. Tu racontes quoi, bordel? Demanda Vigo, tremblant. Tu sais ce que tu dis. Aster le regarda droit dans les yeux, sans hésiter. Oui. C'est une déclaration de guerre. Il continua d'une voix ferme et puissante, même si vous êtes obéissant et dévoué envers un elle-même arrogant, au bout du chemin de la loyauté vous attendront trahison et une fin misérable. S'ils ne veulent pas de ce destin, il n'y a qu'une seule voie, combattre. Aster changea légèrement de posture et ajouta, les ailes sur mon dos sont une force créée pour cela. Alors choisissez maintenant. Son regard balaya l'assemblée, vers quelle elle-même irez-vous? Le sien ou le mien? Gurion hurla de colère, ne dis pas de bêtises, jamais cela ne se passera. Je retiendrai les visages et les noms de chacun. Celui qui osera me trahir connaîtra les conséquences. En entendant ces menaces, Vigo commença à paniquer. La sueur perla sur son visage tandis que peur et incertitude envahissaient son esprit. Il ne savait plus quel camp choisir pour lui et sa famille, le poids du choix pesait lourd sur ses épaules. Mais comme s'il avait pris une décision, en un instant il jeta son épée et s'avança vers Aster. Tu vas vraiment le battre, hein? Si tu nous trompes et que rien ne change ensuite, je serai celui qui te méprisera. À ce moment il tenait aussi le drapeau bleu. À ces mots, Aster promit sans hésitation. Puis immédiatement, Vigo Smets brandit haut le drapeau bleu et déclara d'une voix claire. Vigo Smets, fils aîné de la maison Smets. Je suivrai et soutiendrai Aster elle-même. La foule s'agita, non, vraiment? Il a dit ça? Certains ajoutèrent que par ce geste, le plan de Gurion serait totalement compromis. La colère dans les yeux de Gurion éclata désormais en une rage incontrôlable. Il siffla, ce paysan maudit. Après quoi, Vigo avança, sa voix résonnant sur tout le site, qu'est-ce que vous attendez tous à rester plantés là? Maintenant est l'occasion de montrer à ces elles-mêmes arrogants de quoi nous sommes faits. Misez tout sur les 7 ailes. Ces paroles étaient héroïques et inspirantes. Mais au lieu d'agir sur le champ, les autres se regardèrent, confus, ne sachant que faire ensuite. L'énergie est là, mais il manque encore la direction. En observant la scène, Aster pensa en lui qu'au moins il n'aurait plus à aller planter des drapeaux tout seul, mais ce n'était pas encore suffisant. J'ai besoin de plus d'alliés si je veux renverser elle-même. Son expression resta calme, mais son esprit avait déjà pris quelques longueurs d'avance pour calculer ce qui manquait. Pas loin de là, Gurion restait assis en silence, l'atmosphère lourde de tension. Soudain, quelqu'un s'approcha, inquiet, et demanda, tu vas bien? Gurion. Mais avant que la personne n'atteigne Gurion, celui-ci la repoussa brusquement et cria, ne me touche pas, espèce de déchet inutile. Sa colère avait atteint son paroxysme, des pensées incendiaires brûlaient dans sa tête, renversée elle-même. Une branche misérable comme toi ose? Si je le laissais continuer ses exactions, je n'aurais plus la face devant la maison principale. Je ne suis pas comme mon frère, je ne peux pas laisser cela se terminer ici. Poussé par cette fureur, Gurion commença à tenter d'activer la puissance des 4 ailes. Mais à cet instant, une voix depuis l'arrière, apparemment nonchalante mais acérée, coupa l'atmosphère. Que se passe-t-il? Tu as l'air plutôt lamentable pour quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps.
Les yeux de Gurion se plissèrent quand il se retourna et reconnut aussitôt celui qui venait de parler. Nolan, oui, Christopher Nolan était arrivé. Alors que Gurion s'empressait de lui expliquer la situation, son agacement se creusa davantage. « Qu'est-ce que tu as foutu tout ce temps? Affronter lui, c'était ton boulot, non? » Mais même en parlant, une pensée sombre et calculatrice traversa l'esprit de Gurion. « Parfait, je l'ai encore de mon côté, son insigne d'elle peut ne pas valoir les 7 ailes, mais en escrime, il est sûrement plus fort que quiconque ici. » Avec cette idée, la confiance de Gurion remonta. Il ordonna d'une voix autoritaire, « Allez, broyez-le en morceaux pour moi. » Mais l'instant d'après, quelque chose d'entièrement inattendu se produisit, que personne présent n'aurait pu imaginer. Christopher s'avança soudain et frappa la figure de Gurion avec un drapeau rouge avant de dire calmement, « Je suis venu rendre ceci. Comme je le pensais, ta méthode va à l'encontre de l'esprit chevaleresque que je défends, autrement dit, je vais rompre cette alliance. » Ces mots furent plus douloureux que n'importe quelle lame. Gurion resta figé sur le sol, incapable de digérer ce qui venait de se passer. Autour de lui, des murmures d'étonnement s'étendirent, « Tu te fiches de moi? Même la maison Nolan nous trahit ?» Un autre s'alarma, « Je ne sais même plus qui suivre. » La situation bascula dans le chaos, les alliances se fissurèrent, la confiance s'effondra. Au milieu de ce désordre, Christopher dégaina calmement son épée, son acier chantant froidement à travers la tension tandis qu'il disait avec assurance, « Eh bien, il semble que nous soyons de retour au point de départ. Tu ne pensais tout de même pas passer cette épreuve sans régler ton compte avec moi, si? » Aster, Christopher continua, fier dans son maintien. L'escrime fier de la maison Nolan contretait cette aile. Il prit une position solide, l'air se resserra alors qu'Aster et Christopher se faisaient face. Leurs regards se verrouillèrent, et en un instant, le combat commença. Christopher attaqua en premier, fonçant à une vitesse incroyable. Sa lame lacéra l'air, voyons clair qui est vraiment le meilleur. D'une voix décidée, Aster déclara non, cela devra attendre. L'instant d'après, il bougea et lança sa propre attaque, visant directement Christopher. Christopher sentit immédiatement la différence quand leurs lames se heurtèrent. Ses yeux perçants analysèrent le mouvement d'Aster et il se dit que cet homme était totalement différent d'avant. À ce moment, son épée fut enfoncée au sol, le coup d'Aster avait porté avec force, laissant une entaille profonde le long de la lame. Reprenant rapidement son équilibre, Christopher leva les yeux et dit, « Tu as oublié. Une seule équipe peut réussir cette épreuve. Si nous avons tous les deux pour but de devenir chevaliers du royaume, il ne nous reste qu'une option, régler ça ici et maintenant. » Aster. L'expression d'Aster ne vacilla pas. Au lieu de cela, il répondit calmement, « Ça va poser problème pour moi, Nolan. » Pendant un bref instant, la tension changea. Puis Aster dit quelque chose d'inattendu, « Je veux aussi que tu deviennes chevalier du royaume. » Christopher cligna des yeux, surpris. « Quoi ?» Aster baissa sa garde et commença à expliquer, « Tu as galvanisé tout le monde pour renverser elle-même. Donc ce ne serait pas juste que je te demande d'abandonner ton rêve simplement parce que nous appartenons à des équipes différentes, non ?» Il fit une pause pour laisser ces mots imprégner l'esprit de son interlocuteur, puis ajouta, « J'ai un plan pour garantir que tout le monde ici réussisse. » Cette fois, ce n'était pas seulement Christopher qui était choqué, Gurion était tout aussi stupéfait. Les murmures commencèrent à se répandre dans le groupe. Vigo fut le premier à exprimer la pensée de tous, « Tout le monde, vraiment? Tu ne pourras jamais faire ça. » Aster abaissa lentement son épée. « Je ne peux rien garantir à 100%, mais j'ai confiance. Mais j'aurai besoin de la coopération de chacun pour y parvenir. » Sur ces mots, Aster se dirigea droit vers Gurion. Voyant son approche, Gurion se tendit instinctivement, la peur visible dans ses yeux. Mais au lieu d'attaquer, Aster tendit simplement la main vers lui et dit d'un ton posé, « Alors la première chose à faire, c'est de faire la paix, Gurion. » Et la scène changea complètement. On put maintenant voir tous les drapeaux se rassembler ensemble. Lorsque le juge arriva et vit cela, sa réaction fut extrêmement vive, « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez même pas planter un drapeau ?» Aster avança et répondit d'une voix calme, « La condition de victoire est d'occuper au moins 2 camps. Mais comme il ne nous a jamais été précisé qu'une seule équipe pouvait planter un drapeau par camp, nous avons décidé de former une alliance entre 3 équipes et d'occuper ensemble tous les camps. » Au lieu de cela, sa colère ne fit que croître. « Donc tu veux que je vous accorde à tous la réussite? Vous vous moquez de cet examen? » Tout près, Vigo sentit la tension se resserrer autour d'eux. Son corps se raidit en marmonnant, « Je savais que ça ne marcherait pas. » À côté de lui, Gurion secoua la tête, « Bien sûr que non, cette logique tordue ne passera jamais. » Pendant ce temps, l'attention du juge resta braquée sur Aster. Il s'approcha, la voix tranchante, « Si on t'ordonnait d'attaquer et de détruire le territoire ennemi, irais-tu serrer la main de l'ennemi puis rentrer chez toi? » Aster regarda le juge droit dans les yeux, sans hésitation. « Et si cet ennemi a plus de valeur vivant que mort ?» La réponse sembla n'irriter que davantage le juge.
il déclara avec certitude que le chevalier est l'épée de la nation et que ce n'est pas ton rôle d'en juger, Aster. Mais Aster ne recula pas, au contraire il fit un petit pas en avant et dit, « Alors comptez-vous nous disqualifier? Or nous n'avons enfreint aucune règle, donc cette décision ne serait-elle pas votre ego personnel dépassant les limites d'un juge ?» Ces paroles eurent un poids particulier. Un instant, même le juge parut pris au dépourvu, incapable de répondre immédiatement. Aster n'en resta pas là, il se rapprocha et dit d'une voix basse mais calculée, « De plus, si tout le monde échoue de cette manière, je me demande si la maison principale laissera vraiment passer ça. » Cette remarque changea tout, la tension dans l'air se mua en hésitation. Peu après, la scène migra vers une autre zone. Tout le monde se rassembla ailleurs pour attendre. Vigo, assis en face d'Aster, était visiblement nerveux et dit, « Le grand juge est allé consulter ses supérieurs et nous avons attendu ici pendant 1 heure. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Ne me dites pas que nous allons tous rater, quand même. » Aster, étrangement détendu, répondit d'une voix douce, « Qui sait? Au moins on leur a montré que c'était un sujet digne d'être discuté. » Non loin de là, les autres qui rôdaient autour de Gurian demeuraient encore incertains de ce qui venait de se passer. Baissant la voix, Vigo ajouta, « Malgré tout, je suis surpris que ce petit-fils de riche ait réellement accepté de coopérer. » « Qu'est-ce que tu lui as dit, exactement ?» Aster se contenta d'un haussement d'épaule pour balayer la question. « Rien de bien spécial. » À cet instant, une voix forte résonna, attirant l'attention. Immédiatement, tous tournèrent leur attention vers l'avant. Le juge se tenait devant eux, solennel comme toujours, et annonça d'une voix claire et forte, « Le recteur Mimir va maintenant proclamer les résultats de l'examen. Écoutez attentivement. »